Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est lundi aujourd'hui, nous sommes le 18 mai et nous sommes le 25e jour de Ramadan. Ça sent bon la fin les amis. Ah, il y a comme un petit léger sourire qui apparaît sur nos visages. Bah oui, parce que Ramadan c'est bien, mais quand même, au bout d'un petit moment, c'est fatigant physiquement. Ça épuise, mais en même temps, ça fait du bien. Ravi de vous retrouver jusqu'à 18h30 avec aujourd'hui. Et ça fait bien plaisir, ça fait bien longtemps qu'on l'a pas vu. Tarek Mami, comment ça va Tarek? Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne peux pas vous laisser commencer par dire que le sourire arrive parce que c'est la fin du Ramadan. Mais bon, on fait pas de religion, on fait de la politique. C'est ça. D'autant plus que le soleil va nous accompagner jusque jeudi. Puis après, pour l'Aïd, on devrait avoir un peu de pluie. Donc voilà, tout le monde sera content. Également, Philippe Boyaki, comment ça va mon Philippe? Ça va très très bien, salam alaikum, toujours pas en garde à vue. Bon, tout va bien, alhamdoulilah. Ça a failli se jouer à quelques secondes près. J'étais pas avec vous aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Ouais, mais de toute façon, j'aurais appelé mon maître à penser, mon sensei, mon shidoshi, monsieur Gamalabina, qui a quelques petits problèmes de connexion, visiblement. Qu'est-ce qui se passe, mon Gamal? Ben, on a du mal à se connecter aujourd'hui? Mais là, il passe par Alger, il passe par un serveur qui est par Alger. Ah, bah forcément, donc s'il passe par Alger, ça risque de pas marcher. Forcément. Ah, il y a quelques filtres, il y a quelques petits problèmes, effectivement, en ce moment. Bon, dans quelques minutes, on sera avec Omar Slaouti du côté d'Argenteuil parce que je ne sais pas si vous le savez, il y a eu encore un jeune qui est mort suite à un accident, visiblement, sur une motocross ce week-end. Hier, il y a eu donc des réactions, des incidents dans quelques cités d'Argenteuil. Omar Slaouti avait posté une vidéo sur Twitter. Il sera avec nous dans quelques instants pour nous en parler et peut-être crier ou alerter justement sur un problème grandissant dans les quartiers populaires, dans les banlieues. Ça commence à faire beaucoup d'accidents, beaucoup de jeunes touchés. Il y a quand même des choses qui sont à questionner. Justement, ces motos, on peut en parler aussi, tranquillement, et sans langue de bois. Tout à l'heure avec lui, bien entendu. Et puis à 18h, Maître Maghrebi pour le quart d'heure juridique. Elle reviendra sur une question qui nous a été posée vendredi sur les assurances. Et puis, elle nous proposera aussi un thème tout à l'heure à découvrir sur France Maghreb 2. Gamal, je crois qu'il est là, non? Ouais, je suis de retour. Comment ça va, mon Gamal? Ça va et toi? Eh ben, écoute, très très bien. Ravi de te retrouver. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mes amis, pour parler des municipales. Ah, les municipales, justement. Le deuxième tour, on en parle aussi, et il paraît que ça va peut-être être pour le 20 juin. Je vous propose de regarder ce reportage sur les appels des 36 maires. Regardez. 36 36, oui. D'accord. Le maire et 28 juin. Impuissant. Il 28, pas 20. Des goûts dans sa commune, mais le chantier est bloqué. C'est la communauté de communes qui doit engager les travaux. Impossible tant que le deuxième tour des élections municipales n'a pas eu lieu. Les travaux sont budgétés, on a l'argent pour le faire, mais là on peut pas le faire puisqu'il faut que la communauté d'agglomération se réunisse et sur les 19 maires, il y en a encore 6 qui n'ont pas été élus ou réélus. Il est signataire d'une tribune parue dans le Journal du Dimanche ce matin, aux côtés de 36 maires ou présidents de collectivités locales. Il demande que le deuxième tour ait lieu en juin. Les élus de gauche le souhaitent aussi. Ce que nous voulons, c'est installer le plus vite possible nos métropoles, nos intercommunalités, comme on dit, pour qu'elles puissent participer de l'effort qu'on va nous demander. Parce que les collectivités locales, c'est 70% aujourd'hui de l'investissement public. 4 816 communes n'ont pas encore désigné leur maire, soit plus de 25 millions de Français, essentiellement dans les grandes villes. Et tous ne sont pas prêts à retourner voter, que ce soit à Bordeaux, dans un département vert. Moi, je pense que le risque, il sera pas assez bien mesuré pour y aller, je pense. Je pense qu'en juin, les choses devraient aller mieux, puisque c'est déjà le cas. Ou à Paris, dans une zone rouge. Moi, je pense que c'est un peu tôt. Je trouve que l'automne, ce serait peut-être pas mal. Vous auriez une préférence, entre guillemets? Fin juin. Que ce soit fait une fois pour toutes. Le gouvernement souhaite attendre l'avis du conseil scientifique le 23 mai prochain pour décider si ce deuxième tour aura lieu fin juin ou si l'on revotera en septembre pour les deux tours. On rappelle quand même la règle. Tarek, si je ne m'abuse, si ce deuxième tour a lieu au-delà du 23 juin, il faudra refaire toute l'élection.
Christophe, donc la date fixée est 28 juin et la date du 23, c'est 23 mai pour le rapport scientifique. Et le 24, c'est le Premier ministre qui déclare est-ce que le deuxième tour seul ça passerait le 28 juin ou est-ce qu'il y aurait un report général et on referait 2 tours. Ah, mais là, on est plus dans la loi, Tarek, si on fait ça Oui. le 28 juin et que le deuxième tour. Non, parce que le texte qui a été voté, adopté, il donne jusqu'au 23 mai la date limite du gouvernement pour annoncer si deuxième tour ou pas. Et le Conseil constitutionnel a expliqué que le deuxième tour ne peut pas être au-delà de 28 juin pour des raisons de décompte de jours. D'accord. Ah, ok. Donc, très bien. Donc, il faudra que ça se passe avant le 28 juin pour Voilà. qu'il y ait Pour le qu'il y deuxième ait tour seulement juste- à refaire. Voilà. À Par défaut, contre, on décide. si on dit le 29 juin, c'est pas possible, pas il tout faudra faire. recommencer 2 tours. Tiens, je vais poser la question à Philippe, toi qui es candidat. Qu'est-ce Yes. que tu préférerais, toi? Est-ce que le deuxième tour au mois de juin, ça te correspondrait? Non, bah, absolument pas. On a pris 2 mois de confinement dans la tête, donc on n'a pas pu faire campagne. Là, on est dans l'attente du 23 mai, ce qui est impossible pour pouvoir continuer. Et là, on vient tout juste d'être déconfiné. Tu penses bien que les gens n'ont pas dans l'esprit à recevoir tes tracts, à écouter ce que tu as à leur dire. Il y a des gens qui viennent d'enterrer. On a des voisins, on a de la famille qui ont enterré des gens. Tu vois, ils ont l'esprit vraiment autre part que dans les municipales. Donc, si tu fais ça le 29, tous les maires qui sont en place sont tous réélus. Donc, si c'est ça qu'ils veulent, bah, qu'ils le disent clairement et qu'ils les nomment. Et puis, voilà. Puis, Alors, il se trouve que ma mairesse, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Il faut le savoir quand même. C'est vrai qu'il y a des mairies qui distribuent des masques. Et ben, Ouais. ma mairesse a fait le choix de distribuer des masques dans les bureaux où elle a fait au premier tour les scores les plus faibles. Et quand on l'appelle pour demander et quand est-ce que nous on va être livré, ah bah on n'a pas d'informations. Ah bon? Ah d'accord. Gamal, voilà, on fait de la politique même sur les morts, enfin sur les gens, sur les malades. On fait toujours la politique sur les morts, c'est pas une surprise, sur les malades. Sur les malades, en Ça l'occurrence. s'appelle oui, ça s'appelle du réalisme, c'est une gestion. On est la population est une variété d'ajustements en termes de vente, en termes d'impôts, en termes de beaucoup de choses. Donc ça ne me choque absolument pas. Quand on envoie des gens faire la guerre, par exemple, c'est bien la politique et c'est bien sur la vie des autres. Hein. Après, concernant la remarque que tu viens de faire, Christophe, sur ta mère qui a distribué des masques, eh ben moi, je veux rendre hommage à un maire pour lequel, jusqu'à présent, j'ai pas grand-chose à redire, qui est ta mère PS de Pantin, et qui, lui, a fait le choix de distribuer 138 000 masques à toute la population. Ça va arriver dans les jours qui viennent. Kern, c'est ça. Comme Bertrand Kerl, absolument. Il va couvrir toute la population. Alors, c'est une ville qui a moins de 10 000 habitants, mais il y aura 138 000 masques gratuitement donnés. Ça s'appelle un homme politique responsable. On n'en dira pas autant de la classe politique dirigeante actuelle qui n'a pas distribué les masques et qui les vend. Alors, dans ces cas-là, pardon. Allez-y, Philippe. Allez-y, Ouais, Philippe. non, je voulais rendre donc hommage, moi, et remercier l'action de la maire d'Orly, Madame Christine Janadet, qui a fait distribuer par les équipes municipales et par sa majorité municipale à peu près un masque par adulte ou 2 masques par adulte selon les compositions familiales. Moi, je les ai reçus. Alors, j'avais fait une petite vidéo test parce que j'avais acheté moi des masques de mon côté. Alors, c'était des masques tissu coton 2 plis. Et je disais que voilà, sur les 4 masques, il y en avait 2 quand on soufflait, on éteignait la bougie, et 2 autres, voilà. Mais en tout cas, j'ai salué la démarche. Certains l'ont pris comme une critique, mais au contraire, moi, je publie plein de choses dans ma page qui viennent de la ville d'Orly, et elle a été parmi les premiers à le faire. Et globalement, malgré que nous sommes en compétition, je tiens à dire qu'elle a fait une gestion plus qu'honorable du Covid-19 dans la ville d'Orly. Ça, c'est bien, Philippe. Tarek, sur la distribution des masques, des maires. Alors, 2 choses. Sur Paris, la mairie a ouvert une adresse mail. Les gens s'inscrivent. Ouais. Et quand ils s'inscrivent, ils peuvent aller retirer à leur pharmacie un masque par personne adulte, avec 2 remarques complémentaires. La première remarque, c'est que tous les arrondissements n'ont pas été fournis en même temps d'une manière simultanée. Donc, il y a des arrondissements qui ont eu lieu avant les autres et il y a certains arrondissements qui n'ont toujours pas leur masque. Deuxième chose, c'est un masque par adulte, ça ne fait pas beaucoup.
Et troisième chose, c'est que ces masques, nous, on les a testés, ils sont difficiles à mettre, difficiles à enlever, et ils sont moches. Par contre, ce qu'on a découvert, c'est que ce soir, nous allons reçu, cher Christophe, comme tous les ans, nous allons faire notre émission avec le maire de Nanterre, M. Patrick Jarry, et notre ami Fatma Chouir. Et M. Jarry, lui, a fait un autre choix très intéressant, puisqu'il a fait distribuer directement dans les boîtes aux lettres, en gros, 2 masques par personne, par adulte, parce qu'ils connaissent la composition, et il mettait une lettre, et il indiquait que si dans la maison, dans le foyer, il y avait plus d'adultes que de masques de déposer, il le signale, et donc le facteur ou l'agent municipal repasse pour redéposer 2 masques supplémentaires par adulte. Ouais. Et nous en parlerons avec lui ce soir. Donc. C'est la tradition, c'est en France Maghreb 2. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, d'où c'est parti, Tarek, cette histoire d'aller à Nanterre, rencontrer le maire de Nanterre. Ça fait... Alors, ça fait presque 20 ans. Alors, il se trouve qu'il y a 20 ans, notre ami Fatma Chouir était élu municipal et intervenait régulièrement dans l'émission Ancêtre, si vous voulez, de LGF, qui était animée par Brahim Hasmaïl et par moi-même, et qu'elle nous a accompagnés pendant les 3 semaines de la guerre d'Irak, l'invasion américaine. Et donc, elle était la chroniqueuse officielle quotidienne. Et donc, quand le ramadan est arrivé, elle nous avait proposé à Brahim et moi, est-ce que ça vous dit de faire votre ramadaniyat qu'on faisait à l'époque, c'est Brahim qui le faisait à l'Irahmou, tous les soirs, on était dans un endroit. Et elle a dit, parmi les endroits, est-ce que vous voulez venir chez moi? Et j'aurais monsieur le maire, elle était élue. Et donc, on a été, et ce n'était pas ce maire-là, d'ailleurs, c'était une autre dame, une mairesse, qui aujourd'hui est députée, avec laquelle nous avons fait pratiquement 5 ans. Et depuis, donc, quand Patrick Jarry a été élu, j'ai posé la question à Fatma, est-ce qu'on fait encore, stop ou encore, comme on dit dans la musique? Et elle m'a rappelé, elle m'a dit c'est encore, elle est d'accord, et c'est parti. Et c'est avec elle que nous avons reçu à 2 reprises, notamment il y a 2 ans, à la fois le maire de la ville et surtout le préfet de 92. Cette année, nous avons essayé d'avoir le préfet, ça a été très difficile, donc nous allons nous contenter de Fatma et du maire, et nous allons surtout, cher Christophe, rater le couscous traditionnel, parce que chez Fatma, on faisait l'émission en 2 parties, la partie radio et la partie bouffe, couscous à minuit, et on restait jusqu'à 4 heures du matin. Ce soir, nous allons le faire. Donc... vous allez vous coucher plus tôt, c'est l'avantage. Voilà, on va le faire comme vous le dites dans votre spot. On est tous ensemble, mais chacun ce soir. Exactement. Alors, cluster, encore et toujours, et plus particulièrement, il n'y a pas qu'en France d'ailleurs, même en Allemagne. Vous pouvez dire voilà, dans 2 abattoirs. Regardez ce reportage justement du côté de Dijon et d'Orléans. Inquiétude, les amis. Une semaine après le déconfinement en France, de nouveaux foyers de contamination ont donc été détectés un peu partout sur le territoire, au moins 25 selon le ministre de la Santé Olivier Véran, dont 2 dans des abattoirs, l'Institut dans les Côtes-d'Armor. 6 cas avaient été signalés vendredi dernier. Les tests ont fait apparaître 63 nouveaux cas. Dans le Loiret, ce sont 34 personnes qui ont contracté le virus, l'abattoir Tradival, où les tests vont se poursuivre aujourd'hui. Reportage de Camille Schmitt à Fleury-les-Aubrais. Devant l'abattoir, Aminata est nerveuse. Elle attend son tour pour se faire dépister du coronavirus. Cette salariée craint d'être contaminée. On a le gel hydroalcoolique, on a les masques, et puis voilà. Mais c'est impossible de respecter la 1 mètre de distance parce que vu comment on travaille. 34 cas ont été confirmés dans cet établissement. Plus de 360 salariés doivent encore être dépistés d'ici demain. Pour Laurent Habert, directeur général de l'Agence régionale de santé du Centre Val-de-Loire, le but est de casser la chaîne de transmission du virus. À chaque fois qu'il y a un cas confirmé, il y a également une recherche de cas contacts qui se fait dans la sphère amicale, familiale, de façon à chercher les ramifications à partir de ce noyau initial professionnel. À 400 km de là, dans l'abattoir de Kermenay, en Bretagne, ce sont désormais 69 salariés qui sont contaminés. Un chiffre qui inquiète Alain Cadet, président du conseil départemental des Côtes-d'Armor. Les salariés habitent 20 ou 25 communes autour et peuvent évidemment disséminer en quelque sorte le virus. Ça va tellement vite. Il craint que son département ne passe en rouge alors que les Côtes-d'Armor ont jusqu'ici été très peu touchées par l'épidémie. Et à Fleury-les-Aubrais, la maire de la ville a décidé de refermer toutes les écoles par précaution et de ne pas rouvrir les collèges.
Et justement, en parlant des écoles, Jean-Michel Blanquer, ce matin, invité de nos confrères d'RTL, indiquait qu'il y avait plus d'une cinquantaine d'écoles qui avaient été fermées depuis la semaine dernière en raison de Covid-19. Donc, cela veut dire qu'on n'en a pas tout à fait terminé, mon Gamal, toi qui disais que c'était presque la fin. Ah, mais c'est clairement presque la fin. Le problème, c'est pas ça. Oui, non, mais c'est clairement, on voit bien que c'est la fin, on s'en rapproche. Il y a eu un pic hier de morts. Ça correspond aux malheureux qui sont actuellement à l'hôpital et qui vont pas s'en sortir. La plupart des gens, il faut le dire, il faut être honnête, parce que c'est rare. Alors, pardon, je voudrais juste, là-dessus, c'est très important ce que tu dis. Et il va falloir qu'il y ait de la transparence dans le domaine, parce que nous, ce qui nous manque pour vraiment se dire si on en a terminé ou pas avec ce virus, c'est justement le nombre de contaminés. On n'a plus le chiffre. Ça serait bien qu'on l'ait quand même. Alors, le nombre de contaminés n'est pas vérifié en France parce que de toute façon, depuis le début, on n'a pas testé la population. Quand on ne teste pas, le nombre de nouveaux cas, Gamal. Non, ils les donneront pas parce que les gens qui rentrent à l'hôpital ils jouent sur les entrées et les sorties. Donc, ils jouent sur une moyenne. Donc, ils annoncent de façon un peu victorieuse qu'il y a plus de sorties que d'entrées, mais il y a quand même des entrées. Maintenant, on est sûr d'une chose, c'est qu'il y a à peu près 2000 personnes aujourd'hui qui vivent sous respirateur, qui survivent, qui sont en train de mourir malheureusement, toutes souvent dans le coma ou plongées dans un coma artificiel. Ouais. Ensuite, il y a une réalité. L'accélération de la maladie, elle s'est faite à partir de fin avril, début mai. C'était le pic. Après, ce qu'on appelle, c'est une courbe en cloche. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, on est en phase descendante avec des hauts et des bas. C'est-à-dire que c'est une descente en dents de scie. On l'a observé hier avec presque 500 morts, alors que la veille, il y avait moins de 100 morts. L'avant-veille, moins de 100 morts. Donc, c'est des pics et des rechutes. Mais il faut être très clair, c'est les statistiques qui parlent. C'est des statistiques qui sont horribles parce qu'on parle quand même de vie. Il faut comprendre que actuellement, on est sur une phase descendante. Je rappelle quand même qu'il y a à peu près 3 semaines, on est donc c'est bon, on va pouvoir partir en vacances, faire la bise, revivre normalement, quoi. Non, la bise non, mais par contre, ce qui est certain, c'est que, et c'est là où j'attire l'attention des gens, il faut regarder non pas la propagande médiatique qui est ridicule, mais la carte du monde et voir quelles sont les zones les plus impactées, celles qui le sont moins. Ça fait 2 mois qu'on nous dit que l'Afrique est en retard et qu'elle va être impactée. Aujourd'hui, on se rend bien compte que l'Afrique est marginale dans la contamination. Pub, les amis, on est de retour très vite dans un instant sur France Maghreb 2 avec la suite de votre LGF. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Et on reste en live évidemment sur Facebook France Maghreb 2 sur Christophe le Grand Forum. Tarek Mami, je sais que vous êtes un peu plus nuancé que Gamal pour le coup là. Vous êtes, on se dit, on attend un peu, on reste prudent quand même parce que on n'a pas encore tous les éléments. Il est où Tarek? Le micro. Ah voilà, il est là. Ah, c'est bon. Bah, c'est pas moi le micro, moi je touche pas le micro. Allez-y Tarek, on vous écoute. Voilà, pour ma théorie est qu'on sort de la, comment dire, il n'y aura pas de deuxième vague absolue. Merci. Mais par contre, nous aurons beaucoup de nouveaux foyers de contamination ici et là, y compris dans les parties dites vertes de la carte de France, parce que le virus continue à circuler, même s'il est moins aujourd'hui offensif qu'au début. Donc, effectivement, là où je rejoins Gamal, c'est que le pic en cloche, comme dirait Raoult, est terminé, mais que la contamination globale, elle, n'est pas terminée. Donc, on risque de se retrouver avec plein de petits foyers au lieu d'un seul grand foyer national. Les chiffres, si vous voulez, cher Christophe, je viens de les obtenir. Je peux vous les donner si ça ne vous prend pas la tête. Bah oui, juste pour savoir, justement, pour savoir vraiment si on est dans une phase descendante, effectivement, ou pas. Alors, nous avons les chiffres donc, que nous avons, qu'on vient de recevoir, c'est qu'aujourd'hui, donc, il y a eu en 24 heures 2087 malades de plus qui sont atteints avec une forme sévère, 2087, contre 2777 il y a une semaine. D'accord, donc on est en baisse. Donc c'est en baisse. Après, nous avons... C'est pas énorme non plus. Si, Donc ça c'est une grosse baisse. C'est une grosse... on passe de 2700... il y a 700 de moins. En tant que, voilà, 700, c'est pas énorme. Si, c'est un cinquième, c'est considérable. C'est un tiers. En fait, c'est un tiers. Après, quand on va passer dans les régions de France, les mêmes régions restent les plus atteintes, c'est-à-dire Paris et tout l'Est. Il y a eu hier 108 nouvelles hospitalisations. D'accord. Nous sommes à 98 000 personnes qui ont été hospitalisées en France en tout, dont 17 500 en réanimation.
Et on a 61 000 sur les 98 000 qui sont rentrés chez eux, donc guéris. Et les chiffres qui nous intéressent le plus, c'est qu'hier, on a eu quand même 483 décès, en augmentation pratiquement 4 fois plus qu'avant-hier. Donc voilà un peu les chiffres. Donc la théorie d'encloche fonctionne. Le foyer de contamination nationale a disparu et les foyers secondaires vont se multiplier. Bon, bah merci en tout cas. Voilà, les chiffres qu'on cherchait, qu'on avait du mal à trouver, enfin que les grands médias ne donnent pas au grand public, et c'est dommage, c'est ce qui nous manque quand même pour savoir où on en est, parce que c'est un petit peu. Christophe, moi, ce qui me manque, je suis en train de le chercher, que j'ai pas encore trouvé. On a trouvé donc les chiffres des personnes décédées à l'hôpital, les personnes décédées aux EHPAD après une grosse bataille. Il nous manque les personnes décédées chez elles, et surtout pour nous, les personnes Chibani décédées dans les foyers. On cherche ce chiffre et ce chiffre n'apparaît pas. Et on craint qu'il y ait un chiffre qui tournerait entre 3 000 et 5 000 décès dans les foyers dits Sonocotra. Ouais, c'est terrible, effectivement. Bon, eh bien, la question du jour, justement, qu'on vous pose sur le grand forum, bien que Gamal et Tarek aient quelque peu répondu, mais vous, ce que vous en pensez par rapport à cette deuxième vague possible et ce chiffre de 423 nouveaux décès hier soir en 24 heures, faut-il craindre, craignez-vous une deuxième vague? C'est la question qu'on vous pose sur le grand forum FM2 sur Twitter. Que disent-ils, mon cher Philippe? Est-ce qu'ils ont peur de cette deuxième vague ou pas, ou est-ce qu'ils sont rassurés comme Tarek et Gamal? Ah, mais carrément à 63%, et j'en fais partie, on craint cette deuxième vague. Il n'y a que Tarek et Gamal qui sont dans le côté obscur de la force, j'ai envie de te dire. Alors, vous savez, je vais vous donner une petite information. Je vais vous donner une petite info. Ou le contraire, ils sont parmi ceux qui lisent tous les documents qui sortent. Et on absolument. Monsieur Mami, une petite info que je relève de personnel hospitalier. Il se prépare pas du tout à une deuxième vague pour maintenant, mais plutôt pour l'automne. Voilà. Mais ce que le virus, est-ce qu'on peut rappeler d'où vient... Allez-y, Gamal. Non, est-ce qu'on peut tout de même rappeler d'où vient cette propagande de la deuxième vague? Alors moi, je ne suis pas du tout complotiste, j'ai horreur de ce genre de stupidité. Je ne ferai pas comme un certain obscur dentiste à Marseille qui nous parle de Big Pharma du matin au soir. Sous-entendu, il y aurait une sorte de conspiration internationale des grands laboratoires pour s'en mettre plein les poches. Il y a bien une volonté des grands labos de s'en mettre plein les poches en chopant un vaccin, mais ils ne sont pas d'accord entre eux. Ils se battent pour prendre les parts de marché les plus grandes en espérant chacun obtenir évidemment le trésor. Preuve en est, les États-Unis ont voulu détourner les connaissances des Allemands, des chercheurs allemands sur le vaccin. Ils ont voulu se les accaparer. Donc, il y a bien une bataille qui est en train de se mettre en place entre différents laboratoires. Et pourquoi j'en parle? Parce que l'intérêt pour le politique et pour ces fameux labos nationaux, parce que chaque pays a son grand laboratoire, comme en France avec Sanofi ou Pfizer, ou je ne sais quel autre laboratoire connu dans le monde, chaque pays a un intérêt perso à obtenir un vaccin qui permettrait de vacciner 7 milliards d'individus potentiels. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais perdre de vue. Et donc, la raison qui fait qu'on parle de cette fameuse psychose qu'on entretient à dessein, c'est de dire aux gens, vaccinez-vous parce qu'il y aura une seconde vague. Mais je rappelle que la seconde vague, elle a été inventée toute pièce par les journalistes qui ont prétendu qu'en Chine, parce que 78 personnes étaient revenues sur le territoire, ça avait créé une seconde vague. On se rend compte 3 semaines. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Et de retour, les amis, sur France Maghreb 2, pardon, Gamal, retour sur France Maghreb 2. Avant d'accueillir notre invité, Gamal était en train d'argumenter sur le fait que, selon lui, on a instrumentalisé tout ça et qu'il n'y aura pas de deuxième vague pour faire écho à notre question que l'on vous pose sur Twitter aujourd'hui, à savoir, au vu de 423 nouveaux décès en 24 heures, craignez-vous une deuxième vague? Vous êtes 65% à la craindre. Gamal, je te laisse conclure avant d'accueillir notre invité. Donc, je finis rapidement. Après Gamal. Très rapidement, donc, on nous a inventé cette histoire de la seconde vague parce que 79 Chinois étaient retournés en Chine et étaient contaminés. Ils ont été très rapidement pris en charge, isolés et soignés. Et il n'y a donc jamais eu en Chine, 1,4 milliard d'habitants quand même, de seconde vague. Sauf que cette thématique qui prétend qu'il y aurait un retour du virus comme si c'était un virus saisonnier est un mensonge. J'en veux pour preuve que ce SRAS, qui est un coronavirus, donc de la famille des couronnes, des virus en forme de couronne, ce SRAS est né en Chine aussi en 2002-2003. Et étrangement, a disparu en 1 an.
Et là, je rejoins ce que dit le professeur Raoult. Je ne suis pas non plus un fan de Raoult de façon délirante. Il faut quand même un peu de mesure, mais tout de même, là, il a raison. Il dit clairement qu'il ne croit pas, alors on n'est jamais sûr de tout, mais il ne croit pas qu'il y ait une seconde vague parce que ce n'est pas un virus saisonnier. Je rappelle que c'est un virus qui était importé généreusement dans des avions français à l'époque, au mois de janvier, le 20 janvier, par Madame Buzyn, qui trouvait que c'était intelligent de pas isoler les malades. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des contaminations sur tout le territoire. Mais c'est un virus qui est très virulent. C'est un virus qui, je rappelle aussi, est tué par la chaleur. Ça semble se vérifier avec l'Afrique. Mais surtout, il suffit de se laver les mains à l'eau savonneuse et vous le tuez, ce qui est quand même un cadeau. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de virus qu'on peut tuer au savon. Donc tout ça pour dire qu'il y aura des contaminations, des foyers de contamination, les fameux clusters dont on parle tout le temps. En anglais, ça veut dire grappe, un cluster. Il y aura des foyers, effectivement, parce qu'on n'a pas pris les dispositions nécessaires pour que tout le monde soit protégé et bien protégé. Tout le monde n'a pas de masque, par exemple. En revanche, il n'y aura pas de seconde vague parce qu'on est en phase descendante. Que tout le monde se rassure, dans un mois, on part en vacances. Très bien, formidable. Tarek Pami, on part en vacances cet été? Si vous partez, je pars. Ah, moi aussi. Trop bien, alors. On va partir, alors. Alors, sur le principe de la deuxième vague, il n'y a jamais de deuxième vague pour un virus. Ce qu'il y a deux choses qui se passent. Ce qu'on attrape tous les ans comme angine, comme grippe, comme truc, ce ne sont pas des virus. Donc, il faut déterminer les mots. Donc, ce sont, j'allais dire, des bactéries qui reviennent à telle saison. Donc, ça, c'est le premier point. Saisonnier, le deuxième, voilà. Donc, ce n'est pas tout à fait un virus. Donc, il n'y a pas de deuxième vague. Les médecins disent on n'a jamais vu de deuxième vague du même virus. La deuxième chose pour l'Afrique a été moins touchée pour une raison pas simple, mais pour une des raisons, c'est qu'en Afrique, les gens ont l'habitude de manger, comme disent les Africains, de la chloroquine toute l'année, tout le temps, pour lutter contre le malaria et contre d'autres maladies, ce qui fait qu'ils ont produit ce qu'on appelle, cher Christophe, l'immunité. Et on dit qu'en France, on n'a pas assez d'immunité. Et vous savez que la France, dans une étude qui a été publiée il y a 3 jours, est le pays qui consomme le plus de médicaments dans le monde. Qui dit médicaments dit laboratoire. Qui dit laboratoire et médicaments dit perte de l'immunité. Parce que chaque réduction des pertes, c'est clair. Voilà. À chaque fois que vous Je crois qu'on est champion sur les antidépresseurs. Voilà. Entre autres. Chaque fois que vous prenez un médicament pour calmer une maladie, il vous en crée 3 derrière. Et comme en Afrique, les gens ne prennent pas des médicaments toute l'année et qu'ils mangent plus sain que nous, ils en ont moins. Alors, il y a 2 pays quand même que dans la presse française, en tout cas celle qu'on appelle mainstream, moi je ne cite pas les télés X ou Y, mais dont on ne parle jamais. Je n'ai jamais vu de reportage dans la télévision française ou dans les radios françaises sur le Vietnam dans lequel il n'y a aucun mort, 0 mort. Absolument, 0 mort. Est-ce que quelqu'un peut nous faire un reportage dans ces grandes télés pour nous expliquer? Ben non, on va nous parler plutôt des États-Unis et les 80 millions de morts, le 80 000, excusez-moi, de morts. 90 000. 90 000. Oui, 80 000. Dans une très large partie, vient de l'obésité créée par McDonald's. Comorbidité, absolument. Voilà. Bon, alors, on en reparlera tout à l'heure, les amis. Monsieur Mami. Parce que... Oui, Philippe. Monsieur Mami, votre reporter sans frontières est prêt à aller au Vietnam demain. Il attend juste le billet d'avion privé. Non, mais mon reporter, le billet d'avion, je le paye. Il n'y a pas de problème. Encore faut-il trouver un avion. Il y en a un, c'est un Falcon, un jet privé. Attendez, et trouver un douanier à la porte du Vietnam qui vous laisse rentrer. Ça c'est tout un problème. Ça s'arrange, un peu de bakchich. On accueille notre invité, les amis. On va du côté d'Argenteuil parce que ça chauffe du côté d'Argenteuil. On va accueillir notre ami Omar Slaouti. Comment ça, Omar? Ça va, bonjour à vous. Bonjour, cher Omar. On s'était vu. Il est dans la rue, il n'est pas chez lui. Oui, il n'est pas chez lui. Il est occupé parce que il y a une activité assez importante du côté d'Argenteuil. On l'avait reçu, Omar, pour les municipales. Et je t'ai vu donc sur Twitter hier, suite à ce qui s'est passé à Argenteuil. Rappelle-nous les faits. C'était un jeune homme de 18 ans à bord d'une moto de cross. En fait, je suis pas confiné là. Je suis en bas du bâtiment de Sabré justement. Je vais aller voir son papa et sa maman puisque ils reçoivent la visite inopportune du commissariat d'Argenteuil, mais ils ont besoin de soutien et d'aide. Donc c'est pour ça que j'ai très peu de temps accordé. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est passé du très très sale hier. Sabri, c'est un bon gars de 18 ans. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut tuer les mauvais gars. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais je suis en train de dire que déjà la presse, la mauvaise presse, elle est en train de salir l'image et la dignité d'un jeune
des quartiers populaires parce qu'il porte un nom à consonance arabe, parce que lui-même se promène en motocross avec toutes les caricatures. Alors, je tiens à dire la chose suivante, c'est un gars qui est très propre sur lui, qui a toute sa dignité, sa famille a fait tout ce qu'elle pouvait, tout ce qu'elle devait faire pour lui, elle l'a très bien fait, il n'y a pas de leçon à recevoir parce que je vois ce qui circule sur les réseaux sociaux, c'est que du sale. Et je tiens à dire à toute la fachosphère qui balance des insultes à l'endroit du père et de la mère, qui auraient mal éduqué leur enfant, qui le laissent traîner, etc., etc. Cela et cela, on va se retrouver. Mais on va se retrouver et on va se frapper. Parce que je vais vous dire, quand un jeune meurt et qu'il y a suffisamment d'indécence chez ceux et celles qui sont les plus forts au 2.0 derrière leur écran, pour balancer des insultes à l'endroit de la famille, cela et cela, on va les retrouver. Et on va régler les comptes comme on sait les régler par ailleurs. Maintenant, il y a une affaire politique dans cette affaire-là. À chaque fois qu'il y a un jeune qui meurt dans les quartiers populaires, très concrètement, eh bien, à chaque fois, c'est la version de la police, de la préfecture qui domine. Jamais on écoute les jeunes, jamais on écoute les témoins, jamais on écoute les personnes qui ont été mutilées ou blessées. C'est toujours la même chose. Alors, ce qu'on a fait hier, c'est qu'on est allé voir les témoins. On a pris des notes, on a tapé aux portes des voisins qui nous ont donné leurs témoignages. On a mis tous ces noirs sur blanc, on a mis des avocats sur le coup. On va mettre la lumière là où il y a des nuits. Parce qu'actuellement, la famille de Sabri, elle est dans la nuit et elle est dans la nuit pour longtemps. En vérité, c'est pas mes propos qui comptent. C'est les propos de la maman de Sabri qui comptent. La maman de Sabri a dit, le premier jour déjà, j'arrive pas à tenir, comment je vais tenir toute ma vie sans Sabri? Le père de Sabri dit chaque matin avant de partir au travail, je l'embrasse sur son front. À partir de maintenant, il peut plus l'embrasser sur son front. C'est-à-dire qu'ils vont devoir apprendre à vivre sans leur fils qui est parti qui est parti à l'aube, qui est parti trop tôt, qui est parti dans son plus jeune âge à 18 ans où toutes les promesses étaient ouvertes. Donc la réalité, il faut bien l'entendre, c'est qu'au-delà de ce que les flics ont pu faire, et on sait qu'ils ont fait du sale, il y a de très grandes chances, en tout cas, nous on va mettre la lumière dessus. C'est pas par hasard qu'une voiture de la BAC soit sur les lieux. Comment ça se fait? Il est 2h du matin, 2h10 précisément du matin, il y a un jeune en moto sur une rue, mais franchement une rue pavillonnaire qui est extrêmement tranquille, qui est habitée, on n'est pas au mois de juillet où ils font des tournées pour voir s'il y a des cambriolages. Et comme par hasard, il y a la voiture de la BAC et lui, il tombe, comme par hasard, il voit la voiture, il y a la voiture de la BAC et la BAC dit même, ils veulent pas le contrôler, rien du tout, tout est bien, tout est rien. La réalité, c'est que c'est plus compliqué. Si Sabri a pris le trottoir et qu'il s'est après, il a été percuté entre autres sur un poteau, mais ça ne veut pas dire qu'il est mort de ça. Il est mort le matin à l'hôpital. Quand il est tombé par terre, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce que les flics ont fait ou n'ont pas fait. C'est toute la lumière qu'on va mettre là-dessus. On va mettre la lumière sur là où justement il y a des zones d'ombre. Voilà. Et donc il y a un collectif, il y a des jeunes du quartier. Et hier soir, quand tout le monde, la presse, toute la presse nous appelle en disant oui, il y a eu des événements hier soir. Le seul événement qu'il y a eu hier soir, il n'y en a qu'un événement, il n'y en a pas eu d'autres. Le seul événement, c'est la mort de Sabri. Le feu d'artifice qu'il y a eu le soir, c'est pas un événement. Les 2-3 voitures qui ont brûlé, c'est pas un événement. La colère des jeunes en tant que telle, elle était légitime. Ça ne veut pas dire que nous, on est là à donner les modes d'emploi pour faire des cocktails Molotov. On dit simplement, il faut comprendre une chose. Quand il y a la colère et l'amertume, c'est normal qu'elles sortent. Quand les jeunes se font tabasser, personne ne les écoute. Les policiers sont toujours indemnes. Les policiers, c'est l'injustice policière tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand ils ont les mains dans le sang. On a des exemples précis, ça fait des dizaines d'années qu'on travaille là-dessus, en l'occurrence pas moi, beaucoup de militants, des anciens militants du MIF, des militants des collectifs contre les violences policières. On sait particulièrement qu'en France, il y a une impunité policière avec des syndicats policiers très très forts. Donc nous, ce qu'on dit, c'est très simple, c'est on va faire du point de vue judiciaire toute la lumière. Il y a 2 avocats qui sont sur le coup, qui sont déterminés à faire la lumière qu'on pas froid aux yeux, avec nos témoins, et puis on va rendre toute la dignité nécessaire au papa et à la maman de Sabri. On va bien sûr rendre un hommage. On va organiser une marche blanche. Je vous donne la date. Vous avez la première. Non, ce sera pas mercredi. On vient de voir ça avec les jeunes du quartier parce que mercredi 15h, c'est en pleine semaine. Il y en a qui travaillent. Et je trouve que le lendemain, c'est férié. Donc, la marche blanche, c'est jeudi 16h à la Cité Champagne. On va partir de la Cité Champagne où il avait beaucoup d'amis. C'est là où il est décédé quasiment pas très loin. C'est 1 rue du Bordelais. Jeudi, 16h, Cité Champagne-Argenteuil. C'est ça le rendez-vous qu'il faut faire courir. Il repart maintenant sur les réseaux sociaux. Vous avez la primeur, j'ai envie de dire, médiatique ou je sais pas quoi. Mais voilà le nouveau rendez-vous. Et on va faire une marche blanche, très propre, très belle, avec les parents devant, avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de collectifs contre les violences policières. Omar, et puis voilà. Je te sens agacé. Je te sens pourtant voilà, très énervé. Pourtant, j'ai envie de dire, malheureusement, on ne s'habitue pas à ce qui se passe dans les banlieues. Mais tu fais partie de ceux qui tirent la sonnette d'alarme en disant attention, ça devient très bouillant en banlieue. Pas qu'à Argenteuil, partout en banlieue. Il y a eu d'autres événements pendant ce confinement.
Oui, il y a quelques semaines de ça, on a dit ça va péter. Le confinement, rien que le confinement, pendant le confinement, on en est à plus de 12 morts, peut-être plus que ça encore. Rien que pendant le confinement, de jeunes dans les mains de la police, je parle pas de jeunes qui sont morts du Covid. Ça veut dire que nous, avec les contrôles policiers qui n'arrêtaient pas, le harcèlement, les mutilations, je parle même pas des blessés, je parle pas des mutilés, je parle de morts. Ça, c'est ça le résultat du confinement, c'est-à-dire de la police qu'il y a actuellement en place, qui est une police raciste. On va tourner autour du pot. La police est structurellement raciste dans ce pays-là. Les sociologues l'ont écrit, il y a plein d'études qui le montrent. L'État a été condamné à 2 reprises pour contrôle aux faciès. On va dire quoi? On va faire quoi? En Angleterre, ils sont beaucoup plus en avance sur nous dans les droits des citoyens au regard de leur couleur de leur peau, qu'ils soient indiens, qu'ils soient pakistanais, qu'ils soient arabes, musulmans, etc. On est dans un pays où l'islamophobie est rampante. On ne supporte plus le musulman, on ne supporte plus l'arabe de quartier, on ne supporte plus le pauvre. Donc ça suffit. Ça suffit. La khogra, ça suffit, c'est tout. Alors il y a de la colère. Je vous dis franchement, en vrai, il y a des larmes. Il y a des larmes profondes. Quand on voit ce que souffrent actuellement les parents, et puis même les copains, je vous dis la vérité, les copains étaient en larmes hier. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est des gros durs, c'est pas de la sensiblerie, ils ont du cuir sur la peau, il n'y a pas de problème. Mais ce qui s'est passé hier, c'est une injustice des injustices. Moi, j'ai eu des retours du proviseur adjoint, du chef d'établissement du collège où il était, ce jeune homme. Ils n'arrêtent pas d'éloges. C'était un bon gars, très gentil, agréable, etc., etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut tuer les nerveux, les énervés et les fracasser de la vie. Ce que je suis en train de dire par là, c'est que ça suffit, quoi, de faire la foie. Maintenant, je vais devoir monter parce que le papa, il m'attend. Vous allez tout comprendre. Le papa, il m'attend, la maman, il m'attendent, juste pour être là quand ils vont se confronter parfois au commissariat, à la police, etc. Mais c'est un collectif, hein. C'est pas moi. Moi, j'existe pas dans cette affaire-là. On existe collectivement avec des gens qui viennent de partout, que ce soit Ahmad Bentoussi, que ce soit Assa Traoré, que ce soit Ramata Dieng, que ce soit Siam Asbag, que ce soit un ensemble de militants et militantes. On est une famille soudée autour de Sabri et de sa famille. Voilà. Tu leur passes évidemment un grand bonjour et puis beaucoup de courage. Merci mon Omar. Merci beaucoup. Sahab Slama, salut. Ça va. Voilà, à Omar Slaouti, très poignant aujourd'hui, hein, Gamal. Mais c'est vrai que ça commence à suffire, quoi. Ça devient insupportable quand même, ce comportement de cette police, principalement et particulièrement dans les quartiers populaires. Il faut le dire. On le voit comment. Faut y avoir habité pour le savoir. Moi, je l'ai vu et c'est de mes propres yeux, j'ai envie de dire. C'est tous les jours des intimidations, des insultes, des provocations gratuites. Ça fait des années que ça dure. Gamal, ça fait des années. Bah, j'ai déjà dit plusieurs fois ce que je pensais de la BAC, parce que le problème, c'est la BAC. La BAC est une organisation qui ne devrait pas exister. Allô? Vous m'entendez? Oui, on t'écoute, Gamal. Ouais. Ok, très bien. Elle ne devrait pas exister. Elle a été fondée par un type qui était quand même, à l'époque, chargé des colonies, en 71. Elle a été renforcée par Nicolas Sarkozy, après qu'il ait liquidé la police de proximité, qui était une police qui apaisait les choses. Il y a une intention évidente de manipulation des questions de misère sociale dans les quartiers, dans le but, et après derrière, de taper dedans et de justifier des budgets considérables dont la police bénéficie. Parce que je rappelle que les budgets de la police, ils n'ont jamais été revus à la baisse. Hein. Ça, pour la santé, on a pu revoir à la baisse, mais pour la police, on a augmenté les moyens, on a modernisé leur équipement, ils ressemblent tous à des Robocop maintenant, et surtout, ils s'autorisent beaucoup de dérives. Mais la BAC, à mon sens, est la pire des polices. J'ai déjà eu affaire à elle, donc je peux en parler en toute connaissance de cause. C'est des cow-boys qui se prennent pour des caïds, qui sont plus bêtes que des ânes. Est-ce que pour autant, il faut généraliser à toute la police? Non, la BAC, j'ai bien dit la BAC. Thomas Slaouti nous dit la police est raciste. Est-ce que la police est raciste? Alors, il se trouve qu'il a raison sur un point. Effectivement, il y a des études qui ont été menées, dont des journalistes que je connais qui ont fait le travail, qui ont été en immersion, et 80% des policiers votent Front National. Donc, on peut se demander pourquoi. C'est parce que, vous savez ce qui s'est passé par rapport à cette histoire de confinement. J'avais lu 50, hein. Mais bon, 80, carrément. Lui, 80, mais il ne le dira pas en public, il n'a pas le droit. Mais c'est 80%, il a eu le chiffre. Il a juste demandé aux gens, vous votez qui, hein? Alors, ils l'ont dit en toute discrétion, parce qu'il était européen, ils ont imaginé une connivence. Mais il faut comprendre une chose, c'est que depuis ce confinement, ce qui est extraordinaire, c'est que la police, je parle en général, et la BAC en particulier, qui détestent vraiment les Arabes, ne peuvent pas les voir et les Noirs, c'est un vrai problème pour eux. Tout ce qui vient d'Afrique les dégoûte à un niveau que vous imaginez pas. Ils se disent, non seulement on peut pas les voir, mais maintenant on a l'autorisation de les empêcher de sortir. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus à montrer leur tronche dans la rue. On peut pas les voir, donc ils dégagent. J'ai été moi-même agressé par un policier récemment par rapport à ça.
Je ne vais pas faire état de ce qui a été fait parce que ça n'a aucun intérêt, il n'y a pas eu de coup. Mais quoi qu'il en soit, l'agressivité est évidente. Ils sont insupportables, ils sont arrogants, ils sont bêtes, ils connaissent même pas la loi en plus 9 fois sur 10. Et il se trouve que l'idée de se dire que tous ces pauvres qui ne travaillent pas n'ont rien à faire dehors, pour eux, c'était vraiment du pain béni. Alors maintenant, on va parler de ce malheureux Sabri. Ouais, mais il y a un autre souci aussi, Gamal, que j'aimerais qu'on soulève avec Tarek Pami aussi. C'est ce problème des motos. Là, ça fait quand même plusieurs fois qu'on arrive à avoir des accidents avec des motocross. Et moi qui ai eu aussi habité dans un quartier populaire, je peux vous assurer, je peux vous assurer que ces motos, elles emmerdent le monde entier. Ok, on habite en cité, l'été principalement, ils font voilà. Mais attention, quand je dis ça, ça ne veut absolument pas dire qu'il faut tuer les gens parce qu'ils sont en moto. Attention, mais il y a un problème de respect aussi, et il y en a marre que le voisinage. C'est le voisinage qui est emmerdé, c'est pas les autres. Hein. Par les motos, tu peux pas laisser tes fenêtres ouvertes parce que ça fait trop de bruit. À 2 heures du matin, ils emmerdent le monde. Voilà, d'accord, mais ça, c'est un problème d'incivilité, c'est pas un problème de crime. Oui, bien sûr. On parle d'incivilité, c'est chiant. Oui, il faut en parler. Mais moi, je veux parler des racines du mal. Si ce mec-là, il a un travail le lendemain matin, à 2 heures du matin, il n'est pas sur sa moto, il est sur son boulot. Le problème, c'est qu'il y a une 40% de chômage. Ils n'ont pas d'avenir. Leurs études, c'est un échec parce qu'on les a mis dans des établissements pourris. C'est pas eux qui sont mauvais, hein. C'est les établissements qui sont pourris avec des profs qui sont mauvais. Faut être très clair. Faut pas inverser les choses. L'œuf ou la poule. Si l'enfant ne réussit pas, c'est parce que le prof ne veut pas qu'il réussisse, parce que le prof s'en fout. Il y a plus ce sacerdoce des professeurs. Et on se rend bien compte que des gens qui galèrent, moi j'ai galéré aussi quand j'étais plus jeune. Quand on n'a rien à faire et qu'on a une moto, on s'amuse. On s'en fiche du bruit que ça fait. Puisqu'on s'ennuie comme des rats morts. Vous savez ce que c'est en arabe? On appelle ça les hittistes. C'est ceux qui tiennent les murs. En France, c'est pareil, ils existent. Ils passent leur journée à tenir des murs, à galérer, à se raconter des histoires de foot ou de films, ou de filles qui n'auront pas. Et ça, c'est des réalités qui, malheureusement, conduisent souvent à des excès d'incivilité. Et maintenant, pour revenir à l'affaire du malheureux Sabri, paix à son âme, ce qui est incroyable, c'est de caractériser, parce qu'il est d'origine arabe, évidemment, l'idée de se dire la police a raison, lui il a tort parce qu'il est arabe. Alors on dit pas il est arabe, lui il a tort parce qu'il est délinquant. Ça veut dire pareil pour eux. Et là il y a un vrai problème. Oui, il était sans casque sur une moto. Voilà ce qu'on lui reproche. Voilà, sans casque sur une moto, très bien. Est-ce qu'il méritait la mort pour autant? C'est la question qu'on peut se poser. Moi je déplore le fait qu'il n'y ait pas de casque sur les motos. C'est peut-être un problème de moyens financiers. Je déplore le fait qu'il s'ennuie et qu'à 2 heures du matin ils sont en train de faire des petits tours parce qu'il est resté 2 mois, 55 jours en prison. Je le rappelle, on est tous été en prison pratiquement. Moi, mis à part. Mais tout pour vous dire que la réalité. C'est la prison 5 étoiles, hein, pour ce qui me concerne. Oui, ça dépend. Il y en a qui ont plus de chance que d'autres. Non, c'est pour ça, il faut le dire aussi. Quand on est des privilégiés, il faut le dire. Oui, mais dans le 93, par exemple, c'est l'horreur. Oui, sur les échanges, nos fidèles auditeurs, auditrices et Facebookiennes, et on les remercie de cette fidélité. N'hésitez pas à partager notre émission si vous la trouvez aussi intéressante que vous nous le dites. C'est pas pour vous culpabiliser, mais partagez, faites connaître France Maghreb 2, téléchargez notre application. Et il y a des questions qui vous sont posées d'ailleurs. Alors on va peut-être laisser parler justement un peu de Tarek Mami. Question à Tarek on Mami. dit qu'est-ce qu'on peut faire? Il y en a marre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Monsieur Tarek Mami. Que peut-on faire? Alors, je pense qu'il faut regarder un peu l'histoire de la France et après se projeter dans l'avenir. Sur l'histoire de la France, en fait, ce que subissent les enfants, alors j'aime pas les mots que je vais utiliser, mais c'est comme ça, les enfants de l'immigration, les issus de la colonie, tout ce que vous voulez, cette génération a remplacé les enfants de la classe ouvrière française du 19e siècle. Donc, il faut d'abord commencer par dire que les classes populaires en France, ce sont les classes dangereuses et que la police a toujours tapé sur ces classes sociales. Ouais. Il se trouve, ces mêmes classes sociales, si elles étaient uniquement issues d'Europe, elles subiraient un sort que ne subiraient pas ceux qui sont issus de culture arabo-musulmane ou tout ce que vous voulez, parce que ça, c'est la dimension supplémentaire de la discrimination et de la violence policière gratuite. Vous avez donc le ministre, M. Chevènement, qui a compris très tôt cette situation, qui a créé donc la fameuse police de proximité et qui a créé derrière le mélange en disant il faut qu'il y ait en gros un pourcentage de policiers issus de toutes les classes sociales et de toutes les cultures françaises afin que les policiers entre eux se connaissent et donc aient un comportement exemplaire. Et vous avez, je vais rester poli parce qu'on est à la radio, on n'est pas au café ni sur Twitter pour ceux qui se lâchent, vous avez 2 personnes politiques, M. Sarkozy
et M. Valls, qui ont considéré que cette classe sociale est une classe dangereuse pour la République et qu'elle ne comprend que le langage du bâton. Et moi, je connais une dizaine de personnes d'origine maghrébine qui sont rentrées à la police. Celui qui a été le plus courageux, entre guillemets, a tenu 2 ans parce qu'ils m'ont raconté que la violence qu'ils voyaient à l'intérieur du commissariat, la violence verbale avant qu'ils partent dans les quartiers, dénotait déjà que les policiers de la BAC, comme disait Gamal, sortaient très chaud pour aller se faire. Avant, c'était un bonioul. Maintenant, c'est un délinquant de quartier. Et ce qui est grave pour la République, pour tous les ministres en place, y compris le président de la République et le Premier ministre, c'est le comportement exemplaire de la police qui a été le premier jour du déconfinement du côté de la Seine, donc du côté de boulevard Voltaire, pour demander poliment et avec un haut-parleur à tout le monde de rentrer chez eux pour leur propre sécurité et santé. Et cette police, quand elles seront, c'est pas la même d'ailleurs, et la police qui seront dans le banlieue utilise la violence. Et je pense, moi j'ai fait cette proposition à un ancien ministre de l'Intérieur qui m'avait dit que sur le fond j'avais raison, mais que c'était précoce pour la société française. C'est les deux histoires, les deux méthodes pour mettre fin à ces violences. C'est la caméra obligatoire et non pas allumée à la volonté des policiers, et le fait de faire sortir la police des polices du ministère de l'Intérieur pour créer une autorité indépendante dans laquelle il y aurait des juges, des policiers et des personnes de la société civile, pour que chaque fois qu'il y a un dossier, c'est cette commission indépendante qui agirait. Mais ça, ce n'est pas possible en France, parce que les avocats ont leur propre ordre qui règle le problème des avocats. Les médecins, c'est pareil. Les architectes, c'est pareil. Donc, la police, c'est pareil. C'est une mentalité française de faire que les personnes soient juges et parties. Et tant qu'on n'a pas changé ce logiciel pour aller, c'est un modèle pour une fois anglo-saxon, de faire à ce que les gens qui doivent juger comme les juges au tribunal ne doivent pas avoir un intérêt quelconque, on restera dans cette violence. Alors, l'autre je suis obligé de vous couper, messieurs. J'ai la pub à lancer. On est de retour très, très vite. 5 secondes. C'est par l'éducation des parents, le fait que les enfants ne sortent pas et les précautions qu'on diminuerait cette violence policière, mais on ne l'arrêtera pas. Allez, à tout de suite sur France Maghreb 2. Ne bougez pas, on est de retour avec Maître Maghrebi qui nous rejoint aussi dans un instant. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Avant que tu ne réagisses, mon cher Gamal, je demande à Philippe, réalisateur en chef de cette émission, de nous montrer les images d'hier soir, de ce qui s'est passé effectivement à Argenteuil, où Omar Slaouti nous disait ce qui s'est passé à Argenteuil, c'était pas l'événement, c'est ce qui s'est passé la nuit d'avant, la mort de Sabri, 18 ans, et une maman qui va encore avoir des larmes qui vont couler le long de son visage. Regardez hier soir, ces jeunes qui ont réagi et ces affrontements avec la police. Oh putain, ouais. Image de nos confrères du Parisien. Allez, on passe là-bas, la barricade là. Il y a des dizaines de barricades en feu. Voilà, alors vous avez vu un petit peu donc cette soirée un peu agitée, violente entre la police et les jeunes de quartier, donc de cette cité donc d'Argenteuil. Il y a eu aussi des événements à Sartrouville et dans quelques autres banlieues. Gamal, bon, c'est des feux d'artifice, voilà, c'est une réaction de jeunes un peu énervés qui se sont isolés et qui en ont marre qu'on s'en prenne au leur, quoi, tout simplement. J'ai envie de dire simplement n'importe qui est Sabri. Ouais, il faut être très clair. Il ne faut pas qu'ils fassent semblant, les policiers, après des provocations qu'ils n'ont pas arrêtées pendant 2 mois, 55 jours d'enfermement, d'être surpris de se prendre des barricades ou des poubelles incendiées. Je veux dire, ils n'arrêtent pas de provoquer. Moi, je suis clair là-dessus. Il y a la seule solution,
c'est l'interdiction de la BAC. Faut arrêter cette organisation qui rappelle de plus en plus, ça rappelle le système nazi des SS. Je veux dire, des super policiers, super équipés, habillés en noir, avec des petites barres à la main. Je les ai vus souvent opérer. Ils sont arrogants, agressifs, pas très intelligents. Il faut arrêter ça. Puis je vais juste répondre à un message que je viens de lire à l'instant de la part de Fatima Nounour, qui est prof dans dans les quartiers populaires, je sais pas si c'est 93. Juste pour dire que je ne généralise évidemment jamais. Je sais qu'il y a beaucoup de professeurs qui se battent pour donner une meilleure éducation aux enfants. Il se trouve qu'elle est d'origine maghrébine, donc elle doit se sentir encore plus impliquée, mais que très souvent, quand on envoie des professeurs dans ces quartiers-là, c'est uniquement comme une sorte de bizutage de première ou deuxième année pour les renvoyer sur Paris ou dans les coins plus tranquilles par la suite. Et ça, c'est malheureusement une réalité. C'est que souvent, les professeurs, ils y vont en dilettante, ils cherchent pas du tout à ce que les élèves réussissent ou fassent des prépas ou de bonnes écoles, mais juste qu'ils sachent lire un minimum pour devenir de bons ouvriers, parce que la République ne fait pas autre chose que de reproduire la les élites. République, c'est moi! Et le chemin reproduit les élites et reproduit la pauvreté. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vocation à nous élever. Et puis, concernant les quartiers, évidemment que ça brûle, c'est normal. Mettez-vous à leur place. Le monde, il avait 18 ans, il n'avait aucun problème. Donc, aucun problème, il finit avec la tête éclatée. Il faut quand même se poser les bonnes questions. C'est Bien systématiquement ce qui se passe. Donc, moi, j'allais te poser la première question qu'il a posée, j'espère que les parents tiendront le coup, c'est d'aller, évidemment, en justice, de se faire débouter, comme d'habitude, en justice, de poursuivre leur combat qui va durer 3 ans et d'obtenir in fine, je l'espère pour eux, une condamnation en supranationale. C'est-à-dire que la Cour européenne de justice fasse ce travail pour que la France puisse enfin, une fois de plus, être condamnée. Sa police pose problème. La peur du gendarme n'a jamais quitté la population, on l'a vu avec les Gilets jaunes, et la peur du gendarme est une tradition républicaine qui s'explique parfaitement. Justement, avant d'en parler justement, Tarek Pami, vous avez vu un petit peu ce procédé, cette nouvelle manière de faire de la radio en même temps sur Facebook, c'est formidable parce qu'on a la réaction instantanée des auditeurs qui peuvent être parfois un petit peu incomprises. Donc une occasion peut-être pour nous de nous rectifier rapidement, parce que si on est mal compris, c'est parce qu'on s'est mal exprimé ou qu'il y a eu des oreilles qui n'ont pas été très attentives à ce qu'on a dit. Ça peut aussi arriver. Mais c'est ça l'avantage de contrairement à faire de la radio, on est derrière notre micro, on accueille 2-3 auditeurs et puis finalement on ne sait pas ce que pensent et quelle réaction cela suscite chez les auditeurs. C'est ça un petit peu l'avantage de ce système que l'on utilise depuis maintenant le début de ce confinement, Tarek Pami. Je suppose que vous êtes d'accord, Tarek. Avant, on était obligé de passer par le téléphone pour avoir 2-3 auditeurs. Voilà. Là, il y a autant de réactions que d'auditeurs sur place. Et donc, on peut en avoir une dizaine, une cinquantaine. Et c'est à nous de trier. Et ça nous oblige, en fait, à faire notre travail en direct, en live, comme disent les Américains. Et c'est peut-être ça aussi qui manque, cette liberté sur les télévisions dites donc d'information continue. Parce qu'au lieu de défiler leur propre bandeau, s'ils ouvraient leur écran pour que les gens réagissent, en 3 mois, non, mais en 3 mois, les journalistes eux-mêmes. Non, mais les journalistes eux-mêmes apprendraient des choses contre leur propre hiérarchie et ils vont se révolter de fait pour leur dire en fait, on répond aux gens qui nous regardent et qui nous disent, parce qu'après tout, on s'adresse à ces gens-là, pas à ceux qui payent pour qu'on dise ce qu'on a à dire. Et donc, c'est vrai, c'est un progrès, j'allais dire. C'est vrai. Alors, et ce concept, il est super que de parler, d'échanger entre les uns et les autres. Mais c'est génial. C'est génial. Nadia Lachi qui le dit clairement. Monsieur Mami, il faut continuer ce concept. Je vous promets qu'on continuera ce concept. Après le déconfinement, on trouvera plusieurs Philippe parce que les émissions se multiplient. Mais on fera ça parce que, après tout, ça, on l'a créé il y a longtemps pour que ce soit la voix de ses auditeurs. Bien sûr. Bon. Alors, justement, oui, Philippe, j'en profite que M. Mami est là pour demander une augmentation de salaire. Ouais. Ça, tu as passé à deuxième point. Non. Philippe, vous passez par le syndicat. Non, tu passes par le service comptabilité. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Il m'a coupé en direct sur France Maghreb 2, de retour à l'antenne et sur France Maghreb 2 et en live toujours sur Facebook France Maghreb 2 sur Christophe le Grand Forum. Alors que pendant la pub, il y en a qui essaient d'obtenir des faveurs, trucs comme ça quoi. Ouais, des petites service comptabilité, c'est fermé le lundi, Philippe Boureki. Non. Alors non, mais c'est pas ça. C'était effectivement pour faire un petit peu le lèche-botte parce que moi je pense à mon déroulement de carrière quand même. Remercier Monsieur Mami de l'audace parce que c'était pas évident
D'ailleurs, pour plein de radios qui n'ont pas, qui ont hormis émettre de la musique et de la pub, n'ont rien fait d'autre. On a été en toute modestie les premiers, et donc il faut rendre aussi hommage à quelqu'un qui n'est plus là, mais qui gère d'autres émissions, qui s'appelle Abdeslam Itache. On a été les premiers à faire en visio et retransmission directe. Aujourd'hui, on est dupliqué et copié, tant mieux. Donc oui, il faudrait vraiment penser à promouvoir et à développer ce genre d'émissions, en tout cas dans ce format-là, parce que on peut recevoir du coup beaucoup plus de personnes. Il y a aussi cette histoire de déplacement et de réception dans les locaux. Et on a remarqué, en tout cas, les invités, lorsqu'ils sont chez eux, ils sont plus décontractés et ils se livrent plus facilement que lorsqu'ils arrivent. Regarde, Omar, il était en bas de l'immeuble, quoi. C'est formidable. Ouais. C'est-à-dire que toi, jeudi, par exemple, Philippe, on peut imaginer que tu pourrais aller à la Marche Blanche à Argenteuil. C'est mercredi. Non, c'est jeudi. Ça a été repoussé à jeudi. C'est annoncé, là. Voilà. Omar, qui nous l'a dit tout à l'heure, nous a dit que justement, c'était prévu initialement mercredi, que ça a été repoussé à jeudi, parce que jeudi étant férié. Donc, la possibilité d'avoir plus de monde, évidemment. Alors, tu vois, ça pourrait être l'avantage aussi d'envoyer des gens sur place, quand il y a des événements, on pourrait être en direct et au fait de tout ce qui se passe, finalement. Donc, voilà, il y a des trucs à faire. Merci à tous de nous avoir suivis, en tout cas, et de nous suivre au quotidien. Il y a notre ami Gama qui vient de se faire un copain. Qu'est-ce qu'il y a En commentaire, il y a un message. Un super message. Hein. Monsieur Abina, qu'est-ce qu'il y a, Gamal? Non, Joe Winston qui dit à Gamal, Monsieur Abina, votre discours est minable. Une enquête est en cours suite à la disparition d'un pauvre jeune homme. Vous tirez des conclusions hâtives et vous atteignez immédiatement le point Goldwyn. La colonisation, le racisme, etc. 3 petits points. On sait que la BAC ne sont pas des enfants de cœur, mais vous légitimez des choses que des délinquants et des vendeurs de drogue ne pensent même pas à faire. Tu réponds à cette bêtise? Oui, bien sûr. Attends, jusqu'au bout. Philippe, termine, Philippe. Merci. Non, parce que les auditeurs à la radio. On termine le message. Oui, il est terminé le message. Merci d'être aussi prompt à la prochaine mort d'un policier. Cette tragédie, j'espère. 3 petits points. Bon, alors, avant que Gamal ne réagisse, si vous permettez, Gamal, moi, je mets le vœu de voir un jour sur les télévisions d'information continue ce genre de message passer et le journaliste les lire comme on le fait nous sur France Maghreb. Moi, je vais répondre à ce monsieur qui. Alors, Gamal, réponds. Il se fait appeler Joe Winston. Bon, c'est sûrement un pseudo. Il doit être fan de Winston Churchill, j'imagine. Il doit aussi être un peu fan du Front National et il parle de point Goldwyn. Alors ça, c'est typique des types limités qui n'ont pas beaucoup de moyens intellectuels pour se défendre et qui utilisent ces méthodes de détournement. Non, mais tout le monde, toi. Non, du tout. Il me traite d'imbécile, donc je le ramène à son niveau d'imbécilité. Alors, le point Goldwyn, ça consiste à dire quoi? Oui, mais le point Goldwyn, ça consiste à faire quoi? À tout renvoyer à la Seconde Guerre mondiale. Il vient de parler des colonies, donc il comprend pas la définition. C'est pas grave. Ensuite, l'idiot utile, c'est bien un terme d'extrême gauche, puisque c'était Lénine qui l'avait utilisé à l'époque. Je ne suis pas l'idiot de qui que ce soit et pas utile non plus. Je me borne juste à dire des choses que lui ne peut pas connaître parce qu'il n'a pas vécu dans les quartiers, qu'il ne connaît pas, il connaîtra jamais les quartiers. Et une chose, il dit. Non, mais c'est une certitude. Non, mais quand on a un discours aussi bête, en général, c'est qu'on ne sait pas. On parle de théorie. Dans la pratique, moi, je parle de pratique simplement, c'est qu'il y a une réalité. Lui n'a pas été confronté par la police, n'a pas été contrôlé, n'a pas été violenté. Il ose dire, et ça, c'est génial parce que ça s'appelle du racisme. Il fait une généralité d'un cas. Il dit vendeur de drogue, comme si dans les quartiers, on faisait que vendre de la drogue. Délinquant. Voilà. Donc, ça veut dire que dans sa tête, un arabe, un noir, un subsaharien, un africain en général, donc, parce que je dis que nous sommes tous africains, je le rappelle tout le temps, ce même africain serait nécessairement vendeur de drogue. Sauf que s'il était un peu intelligent, ce qui va être compliqué pour lui, il faut un cerveau, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se dise? Que 10% de la création de la richesse en France est faite par l'immigration. Ça, il ne le sait pas parce qu'il n'a pas accès aux statistiques. Il faut aller voir l'INSEE pour ça. Ensuite, il faut se dire que la police a une tradition de violence, on l'a vu avec les Gilets jaunes, qui est républicaine. J'expliquais tout à l'heure pourquoi nécessairement violente, parce que la République s'est fondée sur un acte de révolution violente. Ça s'est pas fondé sur un acte pacifique. Je rappelle qu'il y a eu un régime de terreur qui a duré 3 ans et qui a massacré quand même, en gros, à peu près entre 200 000 et 1 million de personnes en France, européennes, pas étrangères. Et donc, cette stratégie d'État consiste à dire que pour que l'État soit pérenne, il faut qu'il soit pérennisé par la force, pas par les négociations.
On le voit bien qu'il passe de plus en plus en force. Donc, quand ce monsieur nous parle du point Goldwyn, d'abord, ça renvoie à la Seconde Guerre mondiale. Dommage, c'est raté. Ensuite, quand il parle de délinquants arabes et noirs de banlieue, ça veut dire qu'il fait une généralité, c'est donc un propos raciste. Et pour finir, quand il parle d'idiot utile, je le renvoie à son groupe d'extrême droite qu'il a mal formé. Et il devrait faire un petit tour en banlieue, ça ne ferait pas de mal. Parce que je suis aussi issu de la banlieue. Je crée mon entreprise comme la plupart des jeunes de banlieue. Et il se trouve qu'étrangement, nous réussissons mieux que ce monsieur qui est derrière son petit ordinateur. Bon, alors. C'est bon, on va pas lui accorder plus de crédit. Non, il n'est pas très intéressant. Juste, Christophe, si tu me permets, alors j'allais l'écrire, mais je suis dyslexique et c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc, juste pour répondre à Béatrice Boisson qui nous demandait de virer Joe Winston, la politique à France Maghreb 2 et Christophe Le Grand Forum, c'est une liberté totale d'expression. Les gens ont le droit de ne pas être d'accord avec nous. Ils sont bannis à une seule condition, s'ils incitent à la haine ou ils tiennent des propos racistes, antisémites, xénophobes et islamophobes, bien évidemment, et qui profèrent des injures. Ça n'a pas été le cas de Joe Winston. Il a exprimé son avis. Gamal lui a répondu. Bon, en plus, une chose, il ne faut pas le virer parce que ils sont très amusants. Oui, ils sont amusants, ils mettent un petit peu de piment. C'est toujours marrant de voir des gens qui ont peu de connaissances parler. Avant que Maître Maghrebi en arrive, j'aimerais avoir votre réaction sur cette étrangeté qui nous vient d'Israël et ce partage, comment on peut appeler ça, entre Gantz et Netanyahou, qui vont se partager le poste de Premier ministre, l'un pendant un temps et l'autre après. Et ils ont le même projet finalement, c'est de continuer d'annexer la Cisjordanie. Tarek Mami là-dessus, est-ce que franchement cette situation vous y auriez cru il y a encore quelques semaines? Ah pardon. Allez-y, monsieur. Gantz allait exiger d'avoir lui les premiers 18 mois de manière à laisser la justice israélienne faire son travail vis-à-vis de l'autre Premier ministre, M. Benjamin Netanyahou. Alors, ce qu'il faut savoir et qu'il ne faut pas rater, c'est qu'au passage, M. Pompeo, l'Américain, est passé il y a quelques jours, pendant quelques heures, et en clair, c'est lui qui a arrangé les affaires de M. Benjamin Netanyahou parce qu'ils en ont besoin pour la région. Mais je trouve, de la part de M. Gantz, une reculade extraordinaire. En plus, sans être Premier ministre, il a commencé à faire de la politique politicienne parce qu'il a accepté d'être président de l'Assemblée nationale israélienne pendant quelques mois, de démissionner et de partager. Donc aujourd'hui, la seule chose qu'il faut dire, cher Christophe, chères auditrices et téléspectatrices et téléspectateurs, c'est que s'il y a un point sur lequel les deux premiers ministres sont d'accord, c'est la répression des Palestiniens, c'est le vol de la terre et c'est la position de force dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Cette position de force qui n'est pas éternelle. D'ailleurs, je vous parlerai dans quelques jours d'un nouveau livre qui vient de sortir sur la mémoire des derniers Palestiniens de 48 encore vivants et qui ont aujourd'hui en gros 90 ans, puisqu'ils avaient une vingtaine d'années à l'époque et ça fait 72 ans qu'on est dans la Nekba. Et on fait être un livre et ce que les Israéliens n'arrivent pas à accepter, bien qu'ils l'ont bien compris, c'est que la mémoire palestinienne n'est pas en train de partir vers un effacement, bien au contraire, elle part vers un ancrage supplémentaire, parce que moi qui connais cette région, moi qui ai eu la chance de visiter ce pays, les enfants qui ont 10 ans sont encore aujourd'hui plus patriotes que les hommes qui ont 50 ans sur la question de l'indépendance de la Palestine. Et ça, des images qui sont aussi terribles qu'on a pu voir ce week-end, Tarek Mami. Un gamin de 7 ans, l'armée israélienne est venue l'arrêter dans la cour de récréation de son école. Il n'est pas le premier. Et il y a de mémoire une centaine de garçons de moins de 15 ans dans les prisons israéliennes aujourd'hui. Moi, j'ai vu une famille, quand j'étais lors de l'un de mes voyages, qui avait 7 garçons. D'ailleurs, je profite, cher Christophe, si vous permettez vraiment, de rendre hommage à une dame qui vient de décéder aux Palestines. Cette dame a 6 enfants. Il y a un qui est mort. Il y a 2 qui sont bannis de leur territoire. Et il y a les 3 autres qui sont en prison. Et le jour de sa mort, je peux vous dire que la mémoire de la Palestine a vibré dans le cœur de tous les hommes justes. Les Juifs, le premier, les autres ensuite, parce qu'une dame qui a 6 enfants, dont aucun n'est en liberté, c'est plus qu'un drame, c'est une tragédie à l'échelle internationale. C'est clair, il n'y a pas d'autre mot. Tarek Mami, avant qu'on reçoive Bespa dans un instant, on a un invité de marque ce mercredi.
monsieur, alors pour vous donner un indice, c'est un homme qui a murmuré à l'oreille des présidents. De tous les présidents. Richard Gir. Une petite idée? Comment? Richard Gir. Non, pas Richard Gir. Jacques Attali. Jacques Attali, effectivement, Tarek Mabi sera notre invité, à vous et moi, ce mercredi pendant une petite vingtaine de minutes. Alors, j'allais dire, c'est une prise de rendez-vous, comme on dit dans notre métier de journaliste. C'est-à-dire que nous aurions pu recevoir M. Attali dans nos studios pour 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de LGF pour ouvrir les différents dossiers de sa vie, puisqu'il a une vie très riche et on voudrait tous la connaître. J'allais dire, il mériterait peut-être, Christophe, et je vais faire une boutade que je lui poserai la question, de le recevoir dans votre émission l'année prochaine, si on est tous là, mon ramadan à moi, et vous allez apprendre des choses. Et donc, cette année, comme on est en confinement, nous allons le recevoir vendredi pour parler uniquement… Mercredi après-demain, uniquement du Covid-19, de sa vision, surtout qu'aujourd'hui, il vient de faire encore 2 tweets et 2 déclarations très, j'allais dire, importantes, je ne sais pas si elles sont intéressantes, sur l'avenir de l'humanité et sur l'avenir du pouvoir en France. Donc nous aurons ce plaisir, mais ça sera que partie remise, parce que les auditeurs de France Maghreb 2 ont aussi droit d'écouter et d'échanger avec les commentaires en live, avec tous ceux qui font le pays, et non pas seulement les Maghrébins, les Noirs et les Arabes. On a dépassé ce stade, il sera avec nous, nous en serons donc contents. Il reste maghrébin. Mais il reste maghrébin. Il reste maghrébin. Et algérien. Ah, encore un. Bon. Dis-moi algérien, j'ai mis la main sur le cœur. Réflexe. Réflexe. On en parlera du Covid avec M. Attali, donc il sera notre invité ce mercredi à 17h. Maître Maghrebi est-elle là? Non, pas encore. Qu'est-ce qu'elle fait, Maître Maghrebi? Je ne sais pas, elle se fait désirer. Vous savez ce que c'est, les avocats. J'en sais rien. Alors peut-être l'occasion pour nous de voir un petit peu ce qui s'est passé à République, parce que toi tu y étais reporter, parce que maintenant que tu as ta carte de presse, hein, monsieur se balade. Attendez. Monsieur a la carte de presse. Il va s'habiller. Ah oui, non mais monsieur a sa carte de presse, donc il se balade, il a été faire un petit tour à République. Il y a eu quelques gilets jaunes, on pensait qu'il n'y en avait plus, mais si, il y en a encore quelques résistants. Je vous montre comment j'étais à République. Regardez, monsieur Mami. Regardez comme il est beau. Ça, vous ne pouvez pas le faire à la radio FM uniquement. Voilà, c'est ça l'avantage, regardez. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un peut traduire? Il est habillé en Edbauer. Ah bah oui, ça se voit pas que c'est de la presse. J'étais bien comme ça à République, donc très identifiable. D'ailleurs, c'était fait exprès pour éviter toute problématique. Voilà, surtout des forces de l'ordre en vérité. C'est pour me protéger des forces de l'ordre. Tu vois, toujours quand les gilets jaunes et les antifas me demandent mais pourquoi t'es visible par rapport à d'autres? Je dis parce que les autres journalistes sont plutôt enfin ils sont moins colorés que moi et donc ils peuvent mieux éviter les coups de tonfa. Ouais, moi je les évite moins bien parce qu'ils sont généralement dans mon dos. Donc comme ça, normalement ça devrait passer. Eh ben non, ça c'est pas passé comme on l'aurait voulu. Voilà. Ah, mais Maître Maghrebi est là. Donc, enfin. Bonjour, Maître Maghrebi. Bonjour tout le monde, comment ça va? Bonjour. Vous êtes très en retard, cher maître, ce soir. Je suis très en retard par rapport à l'heure où d'habitude tu me donnes la parole, je suis plutôt en avance. Justement, pour une fois que j'étais à l'heure, c'est vous qui êtes en retard. Voilà. Bon, soyez la bienvenue, cher maître. Vous connaissez pas le deuxième prénom de Maître Maghrebi? Non. C'est Madame Maître Maghrebi Désiré. Ah, d'accord. Avec 2 œufs. Ah oui, avec 2 œufs en plus. Bon. Plat ou pas? Peut-être à la coque, à savoir. Alors, Maître Maghrebi, sans perdre de temps, il y avait une question ce vendredi qui a été posée, et j'avoue que à la lecture de la question, ça vous a fait un peu peur, hein, les articles, etc. Voilà, ça peut faire peur au début. Et ben, vous êtes renseigné. Alors, peut-être qu'il serait utile de rappeler la question et la réponse, donc pour que notre auditeur en fait, c'est pas vraiment que je me suis renseignée, c'est surtout que j'ai vraiment pris le temps de bien lire la question. D'accord, ça c'est important de lire, c'est très important. Donc, c'était quoi la question? En droit, c'est un peu la base. Tu lis, tu comprends, tu qualifies et tu réponds. Et si tu ne peux pas répondre tout de suite, tu fais des recherches. Et donc là, la personne voulait savoir si du fait du confinement, on avait la possibilité de pouvoir demander une réduction du montant de son assurance.
Et en l'occurrence, la réponse est oui, on peut le demander. Donc, n'hésitez pas à envoyer un courrier à votre assurance, enfin peut-être même d'abord les appeler. S'ils vous répondent pas par téléphone, envoyer un courrier pour expliquer que du fait de la baisse du risque, il n'y a aucune raison que le montant qui avait été fixé au départ par rapport à un risque déterminé, eh bien, le montant du loyer ne soit pas diminué. Du loyer? Cher maître, est-ce que La prime. Ah oui. Prime d'assurance. Cher maître, est-ce Oui, que je peux vous donner une réponse pratique? Oui, bien sûr. Bah, moi, j'ai fait la tentative au début. Oui. Et au bout de 15 jours, j'ai reçu une lettre de mon assurance qui m'explique que cette demande ne figure pas dans les conditions générales écrites en tout petit que j'ai dû lire avant de signer. Et donc, j'ai appelé au téléphone et conclusion, c'est vous avez le droit de quitter votre assurance actuelle à partir du moment où vous avez payé plus d'1 an chez eux, si vous n'êtes pas content, et vous passez par un comparateur qui vous permet de changer d'assurance tous les ans, une fois que vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Ça vient de la loi Hamon. Alors, moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'au niveau de certaines assurances, c'était passé. Il y en avait quelques-unes qui avaient accepté. Oui. Donc, quand il y a des situations comme celle-là, faut pas hésiter à saisir le médiateur. Parce qu'au niveau général, il y a souvent des médiateurs qui peuvent essayer d'intervenir. Mais sinon. En général, ce sont les mutuelles qui réagissent d'une manière un peu plus souple. Oui, beaucoup plus souple les mutuelles en ce moment par rapport à ça. Mais vraiment, ne pas hésiter à saisir le médiateur si vous avez, si vous pensez que votre assurance pourrait accepter cette demande. Et là, on parle de quelle assurance, qu'on comprenne bien, Besma? Bah là, l'assurance maison, l'assurance voiture? Assurance voiture. Là, c'était principalement l'assurance voiture. Habitation. Donc, il y a l'assurance. Non, parce que je viens de recevoir mon assurance habitation. Je ne sais pas c'est quoi cette nouvelle prime, truc attentat, je ne sais quoi. Je me suis pris 60 € d'augmentation là. Alors, normalement, cher Christophe, il y a 2 assurances qui pourraient baisser pour 1 mois ou 2. La première, c'est celle de la voiture qui n'a pas été utilisée. Et la deuxième, c'est celle du domicile qui est très importante puisque vous n'avez pas quitté votre domicile et qu'il y a moins de risque de vol à votre domicile. Mais donc, je vais les appeler demain, vous allez voir. Voilà. Et par contre, ils pourraient vous demander une augmentation pour les bureaux et pour les entreprises qui ont été fermées. Ah oui, d'accord. Bon. Alors, et en l'occurrence, la personne qui avait posé la question, c'était par rapport aux voitures. D'accord, ok, très bien. Alors, Maître Maghrebi, il y avait aussi une autre information très importante que je souhaitais avoir de vous aujourd'hui. C'est justement ce paradoxe. On rappelle qu'en France, depuis 2010, il est interdit de se dissimuler le visage. Et pour autant, en ce moment, on nous incite, voire même on nous ordonne dans les transports en commun, de nous couvrir le visage avec un masque pour nous protéger de cette pandémie du Covid-19. Alors, paraît-il que dans cette loi de 2010, il y a justement cette exception qui est formulée de crise sanitaire. Oui, non, Besma, est-ce que vous avez regardé la loi? Qu'est-ce qu'il en est? Je souhaite compléter la question à Maître Besma Maghrebi. Alors, oui. Moi, je suis dans la vie par ailleurs juge au prud'homme et j'ai appris que beaucoup non mais cher Philippe, vous découvrirez il rigole. Vous découvrirez tous les jours un peu sur les uns et les autres et qu'il y a eu beaucoup de licenciements de personnel qui avaient refusé de serrer la main à une dame collègue ou à faire la bise. Donc, alors qu'aujourd'hui, vous avez 50 messages par jour sur toutes les télés. N'embrassez pas, ne touchez pas. C'est vrai. Alors, Maître Maghrebi. Moi aussi, j'ai déjà eu des dossiers comme ça où la personne avait été licenciée pour faute parce qu'elle refusait de serrer la main à ses collègues femmes. C'était un dossier assez particulier. Mais sinon, en ce qui concerne ta question, alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc c'est la loi du 11 octobre 2010 qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. Donc ça, c'est l'article 1 de cette loi qui pose l'interdiction. Et au niveau de l'article 2, et c'est c'était la réflexion qui avait été faite vendredi, qu'il y avait sans doute une exception dans la loi. Donc, en effet, à l'article 2, deuxièmement, de cette loi, on a une exception qui dit que l'interdiction donc prévue par l'article 1 ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée pour des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles. Ça signifie quoi? Ça signifie que dès lors qu'on pose l'obligation de porter des masques pour des raisons de santé, eh bien, on ne déroge pas à la règle, ça fait partie de l'exception qui est prévue par l'article 2.
Formidable. Non, mais je dis franchement formidable. Christophe, je peux vous rajouter quelque chose? Vous voyez des sportifs escrimeurs sans leur masque sur leur visage. Ouais. Et c'est du simul. Complètement, oui. Et ils se retrouvent dans la loi, puisque c'est donc ils avaient pensé à tout. Donc tout va bien. Voilà. Tout va bien. Par contre, moi j'ai un problème. Moi j'ai un problème de taille. C'est quand je vais devoir reprendre les transports et je suis vraiment pas pressé, les amis. Je supporte pas les masques. J'ai essayé d'en porter un, je ne supporte pas. Vous demandez au service comptabilité en passant par Philippe? Oui, bah, ok, très bien. Il y a beaucoup de choses étranges qui se passent dans cette radio. Mais apparemment, t'es pas, tu sais, tu as la possibilité, je crois, de pouvoir porter la, comment ça s'appelle, la burqa transparent, là. Le niqab. C'est niqab. Non, une écharpe. Non, une visière en plastique. Voilà, une c'est la visière. visière. Ah, Philippe, tu vas me prêter ton casque de moto à la limite, c'est plus sympa. Voilà, ça peut être plus sympa. Et comment on fait pour les chiens? Pour les chiens, bah... Ah ouais, ça, on les protège pas, les chiens? Moi, j'ai un chien avec moi. Il craint rien. Ah non, faux. Il y a un chat qui. Oui, un chat. Ça, c'est les médias. Faites attention à ce qui est vendu dans la presse. Il raconte beaucoup de bêtises. Franchement, attention. Ils sont là pour faire du papier. Mais ils vendent du papier, c'est des guignols, franchement. Bon, 18h18. Dans un instant, Medjed. Mais on reste un petit peu en live parce que moi, j'aime bien terminer cette émission avec un peu de légèreté et quelques rappels de rendez-vous. Et il y en a quelques-uns ce soir. Demain, les amis, on sera avec Rudy Kazi. Et j'aimerais qu'on parle, Philippe, tiens, je sais que je n'en avais pas parlé, mais tu me l'as envoyé, tu m'en as fait part, du fichage des grévistes à la RATP. Oui, on va aborder ce sujet demain. Mercredi, Monsieur Jacques Attali sera notre invité avec Tariq Pami et moi-même à 17h. On fera le débrief juste après d'ailleurs. Avec vous, chers amis auditeurs, vous pourrez nous dire ce que vous en avez pensé. Rendez-vous donc ce mercredi. Jeudi, on essaiera de refaire un petit rappel avec le docteur Zizane But, qui est urgentiste dans le 93, parce qu'on s'aperçoit, c'est pas une surprise, que la Seine-Saint-Denis est le département le plus touché en matière de mortalité. J'allais dire, je crois, dans toute la France. Donc, on va essayer de savoir où on en est avec le docteur Zizane But ce jeudi. Et puis, vendredi, ça sera la dernière du Ramadan, bien entendu, du Grand Forum version Ramadan. Et puis, on attendra avec impatience, avec beaucoup de délicatesse, la décision de la mosquée de Paris, du CFCM, quant à savoir si l'Aïd sera samedi ou dimanche. Bon, nous, on le sait déjà, mais bon. Il ne faut pas le dire aux auditeurs. Il faut juste c'est pour les auditeurs. Nous, on sait que c'est le dimanche 24. Voilà, nous, on sait que c'est dimanche 24. Mais il ne faut pas le dire aux auditeurs. Ouais, faut se taire. Donc, voilà, une belle semaine encore en perspective. Restez avec nous en live sur Facebook France Maghreb 2 et Christophe Le Grand Forum. Dans un instant, Medjed, je vous retrouve tout à l'heure avec Parler Islam, Ali Bourine. J'ai fait une petite performance cette année, c'est que j'ai fait Parler Islam 7 sur 7. Et j'en suis à ma 25e émission ce soir. Moi, je dis chapeau. Bravo, Christophe. À tout à l'heure. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. On recommence. Christophe. On reste un tout petit peu en live, les amis. Le temps de quelques minutes sur France Maghreb 2 et Christophe Le Grand Forum. Pour conclure, d'abord, merci beaucoup, Mesma, d'être revenu sur cette loi et de te donner rendez-vous ce vendredi à 18h pour que les auditeurs puissent te poser leurs questions d'ordre juridique avant que tu nous reprennes aussi ton indépendance, ma chère Besma, pour ton émission après Ramadan quand même. Hein, on va faire un petit rappel. Le Coran en braille, je sais que ça te tient à cœur. La cagnotte, on en est où, Besma? Alors, la cagnotte, il y a eu un gros souci au niveau de Cotizep hier soir. D'ailleurs, pour toutes les cagnottes, hein, le site a bugué. Donc, il était plus du tout fonctionnel. Personne n'a pu faire de dons, mais c'est à nouveau opérationnel depuis ce matin. Donc, pour toutes les personnes qui ont essayé de faire des dons hier soir, vraiment, n'hésitez pas à retenter aujourd'hui et retenter ce soir. C'était vraiment c'était un problème technique qu'ils ont eu. On en est aujourd'hui à 14 400 euros. Donc, 774, je vous prie, Mme Messin. Comment? 14 774. Ah bah tu vois, ça a augmenté depuis que je suis avec vous, parce que j'avais pas vu ça. Donc, c'est parfait.
Ça augmente. Et on souhaite atteindre les 17 000 euros pour réussir à battre le record de l'année dernière, parce que l'année dernière, on avait eu un peu plus de 16 000 euros. Donc, ce serait vraiment bien. Ça financerait à peu près 86 Corans. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Je vous montrerai qu'est-ce qu'un Coran en braille vendredi. Ouais, en fait, ce que vous voyez sur la photo, c'est les 7 volumes que vous voyez sur la photo, c'est un seul Coran. C'est vraiment quelque chose de. Mais je vous le montrerai. Ce que ça donne clairement en braille. Ouais, c'est assez impressionnant. C'est même assez émouvant quand on voit en vrai parce que voilà, c'est un carton qui fait 7 volumes. Qui fait presque 10 kilos, enfin c'est assez impressionnant. Donc je vous montrerai ça vendredi, je l'ai à la maison. Alors, surtout c'est quelque chose qu'on trouve pas dans les grandes surfaces, qu'on trouve pas dans les librairies. Bah non, évidemment. C'est quelque chose ça qui coûte n'est combien, Besma pas... Ça coûte combien? Ça coûte aujourd'hui avec l'imprimante qu'ils ont réussi à acheter en 2018, un Coran revient à peu près à 200 €. Alors que avant l'imprimante, on était à 300 € le Coran. Donc ça reste quand même excessif. Nous, on a la possibilité de s'acheter un Coran pour 10 €. Là, les personnes non-voyantes, il faut qu'elles aient au moins 200 € pour pouvoir avoir un Coran. Et encore, c'est si elles arrivent à le trouver. Mais ceux des aveugles, il y a plein de hasanettes. C'est parce qu'ils coûtent cher. Ouais, plein de hasanettes. Vraiment, n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à faire passer le message autour de vous, n'hésitez pas aussi vous-même à lancer des challenges, pourquoi pas, et vraiment à aider un maximum de personnes non-voyantes à pouvoir un jour avoir accès à un Coran. Et merci d'ailleurs à France Maghreb 2 qui passe la pub de cette cagnotte aussi. Merci infiniment de soutenir cette action parce que vraiment, Monsieur Mamie et Ahmed ont été extraordinaires par rapport à ça. Ils offrent le spot. On a un spot qui circule sur la radio depuis plus d'une semaine et vraiment de toute façon je vous l'avais déjà dit. Hein, j'ai pas de mots pour vous remercier par rapport à ça. Vraiment merci infiniment. Christophe. Oui, Tarek. Donc l'année prochaine, on lancera la campagne une semaine avant le Ramadan. Et nous fixerons donc, puisque cette année c'est à peu près 86 Corans, l'année prochaine on lancera le chiffre symbolique de 99 Corans, de manière à rester dans les noms donc, de Dieu, dans les noms de Dieu. Les 99 noms de Dieu. 99 noms. Et puis il y a Philippe qui vient de m'envoyer pour me dire que de toutes les façons, il compléterait le montant qui manquerait les jours de l'Aïd pour atteindre les 17 000 €. Je ne sais pas pourquoi il m'a écrit ça en privé. Attention. Je confirme, je le dis officiellement, avec la prime que va me verser Monsieur Maillot, je l'intégrerai directement pour compléter. Donc il n'y a pas de problème, je valide. Non, mais les auditeurs, auditrices vont être ultra généreux. J'ai pas fait de don, moi, cette année. Ouais, c'est vrai. J'ai non, pas mais encore donné. Alors, tu sais, il y a un truc qui s'appelle. Il paraît. À force d'être avec les imams, je peux vous assurer que j'apprends des trucs. Il paraît que c'est bien de faire son don, la zakat el-fitr notamment, les 2 derniers jours du Ramadan. Voilà. Ouais, mais il faut que je le fasse tout de suite, sinon je vais zapper. Voilà. Fais-le tout de suite. Voilà. Vous allez sur Cotizop et vous allez donc sur la cagnotte qui s'appelle un Coran en braille, c'est ça? Ça s'appelle Coran en braille, Coran au pluriel. Et juste pour répondre à une auditrice qui a envoyé 10 € un Coran, waouh, dites-moi où, je parlais des Corans que nous pouvons lire, je parlais pas du tout des Corans en braille. Parce qu'un Coran en braille à 10 €, ça n'existe pas. Ah non, ça je peux vous assurer que ça n'existe pas. Non. Par contre, un Coran. Pour participer à la cagnotte, il faut juste aller sur Cotizep et cliquer sur je participe. Regardez à l'écran, Monsieur Mamie, regardez. C'est marqué à l'écran et on vous a mis dans le chat le lien pour que vous y alliez directement. Voilà, vous cliquez sur le lien qu'on vient de mettre. On va le remettre à nouveau, vous allez voir. Hop, et vous l'avez aussi bien sur Christophe Le Grand Forum ainsi que France Maghreb 2. Et encore une fois, merci France Maghreb 2 d'avoir permis cette nouvelle édition. Et les pages publicitaires sont très demandées en ces périodes de Ramadan, bien évidemment. Et si certains pensent que c'est gratuit, le fait de mettre une page de pub pour cette zakat, ça prive la radio de ressources et évidemment d'augmenter les réalisateurs et les animateurs. Il y a beaucoup de lèche-bottes aujourd'hui. Hein. Bon, alors. On avait trouvé.
Ça y est, on lui a parlé d'augmenter, il a disparu. C'est quand même un cadeau magnifique qui est fait pour les personnes non-voyantes et pour pouvoir. Vraiment, moi, j'ai déjà eu au moment où le spot passe des gens qui m'appellent et qui me posent des questions et qui tout de suite après vont sur la cagnotte pour faire des dons. Donc, vraiment, ça aide. Vraiment, ça aide. J'ai une question. En complémentarité ou en substitution, je ne sais pas quelle est la meilleure définition. Est-ce qu'il est possible dans les futures années de mettre un Coran lu en CD ou de version numérique? Tu vois ce que je veux dire? C'est comme les romans à écouter. Bah, vous n'écoutez pas tous les programmes. Ça existe, Philippe. Ça existe. Ça tourne à la radio. On en a plein, bien sûr. Tu sais qu'avant chaque soir, avant le Aden, chaque soir, il y a du Coran à la radio. Ah oui. Ah bah oui, mon Philippe. Mais le lire, c'est voilà, ça reste autre chose et nous on a la possibilité de pouvoir le lire facilement, alors que les personnes non voyantes, non, elles n'ont pas la possibilité. On rappelle évidemment, n'hésitez pas à y aller. Il faut atteindre les 17 000 €. Ça a monté depuis le passage de Bespa Maghrebi. Ça va continuer de monter. On va y arriver, Bespa, c'est sûr et certain. Les auditeurs sont là et fidèlement. On termine cette émission comme chaque soir en vous demandant. On est au 25e jour de Ramadan et c'est vrai qu'on se demande qu'est-ce qu'on peut bien manger au bout du 25e jour du Ramadan. On est un petit peu lassé, toujours la même chose finalement, c'est un peu récurrent. Du côté de Maître Maghrebi, qu'est-ce qu'on mange ce soir? C'est qu'on a bien mangé ce week-end. Moi, je suis retournée à mon velouté courgette. Hein. Oh là là, catastrophe. Bah, ouais. Monsieur Ami. Il a abandonné quelques jours. Qu'est-ce qu'on mange chez vous le soir de Ramadan? J'aimerais bien savoir. Nous, on est progressiste dans beaucoup de choses, mais traditionnaliste pendant le Ramadan. Ça, c'est bien. Donc, il y a toujours sur la table les dattes, le lait ou le ben, plus une soupe obligatoire, et après, ça varie de soir en soir. D'accord, c'est pas forcément la même soupe? Non, mais on ne change pas les fondamentaux pour rester dans la tradition. Mais on mange pas que ça quand même, on mange autre chose. Non, bien c'est sûr. pour l'ouverture du repas, ça. La base, les dattes, le lait et tout ça. Alors, c'est shorba et harira d'une manière alternative et Algérie au Maroc. Et sans préoccupation idéologique. Shorba, c'est Tunisie. Voilà. Non, Algérie au Maroc, voyons. La shorba, c'est tunisien. La shorba, c'est tunisien. Non, c'est Larissa qui est tunisienne, c'est Larissa. Non, la shorba, c'est tunisien. Alors, on fait de la shorba. Monsieur Mami, c'est vrai qu'on fait de la shorba en Tunisie. Oui, vous imitez bien l'Algérie. La harira, c'est au Maroc. Non, mais la shorba, c'est la Tunisie et la moitié est de l'Algérie. Et la harira, c'est le Maroc et la moitié ouest de l'Algérie. Voilà. Donc l'Algérie a deux soupes et elle en a même plus parce que du côté de Constantine, ils ont un autre plat qui s'appelle donc Géry, qui est une espèce de soupe. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Avec des pâtes, vermicelles. Et ils ont une autre région qui prend l'Ades, c'est-à-dire les lentilles. Et ils ont beaucoup de variétés en Algérie. En Algérie, c'est pas monocolore, contrairement à la Tunisie et au Maroc. D'ailleurs, vous savez qu'en Syrie, la soupe traditionnelle, c'est une soupe de lentilles. Tout à fait. C'est ce que j'ai appris auprès du docteur Anes Chakar, qui était mon invité dans mon Ramadan. C'est ce que tu as appris quand tu voulais te moquer de ma soupe aux lentilles. C'est ça. Non, mais j'ai préféré ce que tu as mangé ce week-end. Alors, en Tunisie, Jalachi m'a donné envie de manger un rôti de dinde. Voilà. Ils ont une autre, en Tunisie, il y a une autre soupe à côté de shorba qui s'appelle la Dchicha, D-C-H-I-C-H-A, qui est l'équivalent de Jari en Algérie. Dchicha. D'accord. Ouais. Ah ouais, le chicha, je connais. J'en ai déjà entendu parler. Moi, il y a un truc qui s'appelle Sgougou que j'aime bien. Et ça, c'est autre chose. La nuit du dessin, c'est ce soir? Non, c'est demain. En fait, non, pour être plus précis, c'est pas. Merci Philippe. Donc, la nuit du destin, ça se fait demain soir. Et France Maghreb 2 sera de 23h jusqu'à 6h du matin, en direct et en live, pour fêter la nuit du Ramadan, puisque tous les ans, l'équipe de la radio se déplace dans une mosquée. Et avec le confinement, on a fait venir des mosquées chez nous. On sera dans 6 ou 7 mosquées en direct pour la récitation du Coran, psalmodie, pour des ibtihalat des chants religieux, pour des prêches, pour des échanges. Et on sera donc normalement à Lille, Paris, Lyon, Clermont-Ferrand, Nice et peut-être Toulouse et Nantes.
Et je dois rajouter, parce que c'est important, que la nuit de l'Eid Qadr, qui est donc la nuit du destin, se situe dans les 10 dernières nuits impaires de 10 derniers jours. Alors, traditionnellement, c'est le 27e jour, mais c'est pas forcément là où elle se cache. Là, j'ai appris ça de nos amis. Hein. Et à la fin du mois, je donne le diplôme de mufti de la République à Christophe Fro pour l'animation de cette émission. Et pour notamment ce qu'il va vous rappeler. Donc, c'est la République. Ah, on est mort. Vous me voulez du mal. Vous voulez du mal, monsieur Mami, c'est ça? On avait l'avocat, maintenant on a le mufti de la radio. La radio, on peut travailler en étroite collaboration avec l'avocate, évidemment. Bon, merci à tous, merci. Gamal, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Poulet, pâtes à l'italienne. Oula, qu'est-ce que c'est que ce repas? C'est un repas. Non, c'est bien sûr la soupe, mais ça, il me demande le repas. La soupe, c'est un encas. Non, lui, il veut la soupe. La chorba, du pain, du lait, des dattes, tout ça, c'est la base. C'est la base. Oui, c'est l'ouverture. Quand t'as mangé ça, t'as plus faim déjà. Christophe, il veut savoir si c'est soupe ou harira d'abord. Voilà. Je sais pas. Moi, je suis un charbiste. Je suis un charbiste convaincu, moi. Un charbiste convaincu. Très bien, très bien. Bon, eh bien, écoutez, Sahaf Tolkom à vous tous et vous tous, bien entendu. Merci. Bien sûr. Merci Sahaf Tolkom, mon Philippe. Rendez-vous demain. Toi, qu'est-ce que tu manges, Philippe? Moi, je suis en rééquilibrage alimentaire, comme vous le savez, parce que. Il va à McDonald's. Non. C'est fini, ça. Mais non, c'est rééquilibrage. Ouais, je serai un truc de légumes, etc. J'ai une question, tiens, monsieur Mami. Lors d'un contrôle de police bien identifié sur la place de la République, on m'a demandé ma pièce d'identité malgré ma carte de journaliste. Est-ce que ma carte de presse peut faire office de pièce d'identité? Oui. Si vous avez une carte qui ressemble à celle-là. Non, j'ai une carte qui ressemble à celle-ci. Donc, alors, celle-là, celle que vous avez, il faut deux cartes. La carte d'identité nationale plus la carte de presse. Par contre, si vous avez celle-là, elle fait office de carte d'identité nationale et vous pouvez ne pas avoir besoin sur vous votre carte d'identité nationale si vous avez celle-là. D'accord. Voilà. Donc, la prochaine étape, c'est obtenir celle-là. Ouais, alors je me suis renseigné pour obtenir celle-là, il faut que. Il va falloir m'augmenter réellement. Parce qu'il faut que vous passez par la case comptable. Comptable. Ça y est, ça dit Bon, rendez-vous demain, les amis, à partir de 17h. Ce fut une très agréable émission. Merci beaucoup, maître. Ouais. Bonne soirée et bonne peloutée de courgettes ou de je ne sais pas quoi d'ailleurs. Rendez-vous vendredi prochain à 18h et nous demain à 17h. Gamal, la prochaine fois qu'on se revoit, ça sera plus Ramadan. Ah non, ce sera plus Ramadan, ça sera fini. Ça sera dimanche, samedi ou dimanche. Donc, Inch'Allah, voilà. L'Aïd, on souhaite quand? On souhaite dimanche matin ou dimanche soir? On souhaite après la prière de l'Aïd. À partir, voilà. Non, on le souhaite. On peut le souhaiter à partir de l'iftar du samedi soir. Alors ça, c'est selon les différentes lectures, hein, parce que moi j'ai appris que voilà, c'est après la prière. Après la prière. Voilà. Traditionnellement, en fait, chacun fait ce qu'il veut. En fait. Par contre, avant la prière, la zakat doit sortir avant la prière. Absolument. Alors, la zakat avant, d'accord, ok. Ça, je m'en occupe ce soir. Mais le dernier jour de jeûne, c'est dimanche ou samedi? Non, samedi. Samedi. Ouais. Ok. Toi, il va nous rajouter 31 jours. Il est fou, lui. Au Maroc, ça sera dimanche, de toute façon. Ah oui, au Maroc, ils ont commencé un jour après. La règle, c'est qu'on ne peut pas faire 31 jours parce que les mois lunaires ne comptent pas 31 jours. Donc, maximum, minimum 29 ou 28, mais jamais 31. Exactement. Donc, voilà. Mais au Maroc, ils aiment bien faire différemment des autres. On est habitué, ça fait des années que ça dure. C'est normal, il y a Amir al-Mu'minin. Ah oui, il y a le commandant des croyants là. Incroyable. C'est ça. Incroyable. Bon, salut à tous, bonne soirée. 17h, les amis. Merci Besma, merci Monsieur Mami. Ça fut un plaisir de vous voir aujourd'hui. Bye bye. Merci. Merci mon Gamal. Ciao à tous et à demain. Et surtout, restez chez vous. Promis. C'est important aussi, restez chez soi. Ouais. Absolument. Comme ça, vous pouvez. Restez chez vous. Tant que vous pouvez. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2.